Seul, le pouvoir céleste est une source d'énergie extrêmement puissante qui a été cachée profondément dans cette planète. Depuis des centaines d'années, les sorcières possédant le pouvoir céleste ont été craintes par toute l'humanité. En conséquence, les sorcières ont été opprimées et forcées de se retirer dans un endroit appelé la souveraineté de Nébulis. Le reste du territoire est appelé l'Empire, foyer de nombreuses personnes qui ont été blessées par les sorcières. Depuis lors, la guerre entre ces deux nations se poursuit sans fin. C'est pourquoi le protagoniste masculin, Iska, de l'Empire, a juré qu'il mettra fin à cette guerre. Pendant ce temps, la protagoniste féminine, Alice, fera tout ce qui est en son pouvoir pour créer un monde où les sorcières ne sont pas opprimées. Mais pourront-ils réaliser leurs souhaits? Il y a un an, Iska a été nommé le plus jeune saint de l'Empire alors qu'il n'avait que 15 ans. Cependant, il a utilisé son pouvoir pour libérer une sorcière qui avait été emprisonnée par l'Empire. À ce moment-là, la fille ne comprenait pas pourquoi un saint voudrait sauver sa vie, mais Iska n'a pas beaucoup expliqué, lui donnant seulement un peu d'argent et de la nourriture pour qu'elle puisse trouver un moyen de s'échapper. À cause de cet incident, Iska a été condamné par les dirigeants de l'Empire, ce qui l'a conduit à passer 1 an en prison. Ils considéraient les actions d'Iska comme un grand crime impardonnable, mais maintenant, ils ont libéré Iska pour qu'il puisse se racheter. La mission d'Iska est d'éliminer quelqu'un appelé la sorcière du désastre de glace. Elle est une descendante de la sorcière suprême de la nation Nébulis. Dans le passé, la sorcière suprême a plongé l'Empire dans une mer de feu. Ils ont également informé Iska que la sorcière de glace est une sorcière de sang pur possédant un immense pouvoir céleste. Mais Iska affirme avec confiance qu'il a de l'expérience dans le combat contre de tels êtres. À ce moment-là, ses supérieurs ont rendu à Iska son épée en fer noir. Ils ont également préparé un véhicule pour emmener Iska sur le champ de bataille en quelques heures. Avant d'accomplir sa mission, Iska a demandé à ses supérieurs de lui permettre de collaborer avec ses 3 anciens coéquipiers. La première est une fille nommée Nin qui travaille comme serveuse dans un restaurant. Le second est un jeune homme aux cheveux blancs nommé Jin. Aujourd'hui, Jin est venu informer Nin qu'Iska avait été libéré et que tout le groupe se réunirait pour partir sur le champ de bataille ce soir. Ce soir-là, Iska est arrivé au point de rendez-vous tôt pour attendre le groupe. Un moment plus tard, Jin est arrivé en disant qu'il avait informé tout le monde. Juste au moment où il finissait de parler, Nin est arrivé en voiture et a sauté pour étreindre Iska après ne pas l'avoir vu pendant 1 an. Même leur chef maladroit nommé Mitsuri a apporté son sac à dos à la hâte pour retrouver tout le monde. Bien qu'elle ait 22 ans, elle est la personne la plus petite du groupe. Aujourd'hui, Mitsuri est très heureuse que l'équipe des opérations spéciales qu'elle commande se soit réunie après 1 an. Dans la voiture, Jin a informé tout le monde sur cette mission. Leur adversaire est la sorcière du désastre de glace. C'est pour cette mission qu'Iska a été libérée par l'Empire. Après avoir entendu cela, le chef soupira, croyant qu'Iska avait été piégé par les supérieurs, parce que dans le passé, la sorcière de glace avait anéanti l'encerclement militaire de l'Empire et avait survécu pour revenir. Elle a également entendu dire que la sorcière de glace est la plus puissante mage céleste de l'histoire. Mais Jin croit que peu importe sa force, elle ne sait rien sur Iska. Les informations sur Iska ont été gardées secrètes depuis son emprisonnement, donc l'ennemi sera sûrement trop confiant et mal préparé. Iska a également encouragé la chef d'équipe en disant qu'il ferait de son mieux, donc elle ne devrait pas s'inquiéter, car c'est lui qui mettra fin à cette guerre. Après plusieurs heures de route, le groupe est arrivé au réacteur d'armes en construction par l'Empire. Nin venait de terminer la vérification du véhicule avant de se rendre sur le champ de bataille et elle a entendu dire que le réacteur n'était pas encore terminé. Par conséquent, des troupes étaient envoyées dans la zone frontalière pour la défense. Jin savait aussi que chaque fois que l'Empire construit un réacteur, il est attaqué par des sorcières. Donc, le cycle de la guerre dure depuis des centaines d'années sans fin, à moins que quelqu'un de suffisamment puissant ne se lève pour mettre fin à la guerre ou que des négociations de paix aient lieu entre les deux pays. En route, la chef d'équipe a reçu un appel de ses supérieurs indiquant qu'une unité sur le champ de bataille n'avait jamais affronté une sorcière céleste auparavant, donc l'équipe d'Iska serait envoyée pour les aider. À ce moment précis, Nin a senti que quelque chose n'allait pas, alors elle a immédiatement pris la chef d'équipe et a sauté hors de la voiture. Iska et Jin ont également sauté car ils savaient qu'ils avaient été pris en embuscade par les forces ennemies. Jin croyait que l'ennemi avait franchi la ligne de défense et s'était approché de la forêt. En effet, à peine avait-il fini de parler qu'une boule de feu vola vers lui par derrière. Alors Iska dégaina immédiatement son épée noire et coupa la boule de feu en 2. Voyant l'ennemi apparaître, Jin rappela au chef d'équipe de se mettre de côté, puis tira sur l'ennemi. Mais l'ennemi possédait la magie du vent, donc la balle n'eut aucun effet. Sans parler du fait que les sorcières avaient utilisé la magie de la terre pour entourer les 4 membres du groupe. Bien que le chef d'équipe soit très inquiet, Iska restait extrêmement calme, car lui, Jin et Nin avaient déjà préparé des tactiques pour affronter l'ennemi.
Immédiatement après, Nin contrôla le lance-missile depuis la voiture pour ouvrir la bataille. De l'autre côté, la servante d'Alice nommée Rin courut en avant pour soutenir ses coéquipiers. En fait, l'attaque de missiles de Nin était destinée à créer une diversion pour aveugler l'ennemi. Profitant de cette opportunité, Iska et Jin se sont séparés pour s'occuper de chaque ennemi un par un. D'abord, Iska a ciblé celui avec la magie du feu qui attaquait à distance. Il a habilement sauté pour esquiver l'attaque et a assommé l'ennemi sur place. L'autre ne comprenait pas comment Iska pouvait esquiver même la magie, alors il lui fit savoir que c'était le résultat de nombreuses années d'entraînement intensif. Puis, il l'assomma d'un seul coup. De l'autre côté, Jin avait également touché toutes les forces ennemies avec des balles paralysantes, les obligeant à rester immobiles. Juste au moment où tout semblait terminé, un golem fut soudainement invoqué. Ran ne perdit pas de temps et contrôla le monstre pour attaquer Iska. Cependant, Iska n'eut besoin que d'un coup d'épée pour que le monstre perde un bras. Iska savait que c'était un ennemi plutôt fort, alors il a demandé à ses coéquipiers de revenir et d'appeler des renforts pendant qu'il resterait pour retenir l'adversaire jusqu'à l'apparition de la sorcière de glace. Juste après cela, Rin récupéra le golem et lança une pluie de lances vers Iska. Mais Iska trancha toute la magie, laissant Rin extrêmement étonné. Il a dit qu'il voulait seulement rencontrer la sorcière de glace. En entendant cela, Rin devint très en colère et lança tout sur son adversaire, mais sans effet. Pendant ce temps, Iska s'était faufilé derrière Rin et avait placé son épée sur son épaule. Rin a dit qu'elle préférait mourir plutôt que de révéler quoi que ce soit sur la sorcière de glace. Après avoir entendu cela, Iska hésita légèrement, donnant à Rin l'occasion de s'échapper. Elle sortit immédiatement un poignard, ayant l'intention de se battre au corps à corps avec Iska. Mais son adversaire était un épéiste, donc elle n'avait aucune chance. À ce moment-là, une rafale d'air froid est arrivée, forçant Iska à sauter en arrière. Alice était arrivée et a dit à Iska qu'elle était la sorcière de glace qu'il cherchait. Avec ces mots, Alice a lancé le sort du grand désastre de glace, provoquant le gel d'une grande zone en quelques secondes. Ce mouvement étonna Iska, qui ne s'attendait pas à ce que la sorcière de glace soit si puissante. Rin avertit également Alice que l'adversaire n'était pas une personne ordinaire. Son épée pouvait trancher la magie, mais Alice ne s'en souciait pas du tout. Elle avait gelé tout le réacteur de l'Empire et l'avait détruit en un clin d'œil. Puis elle a averti Iska que s'il la combattait, il subirait une douleur glaciale. Bien sûr, Iska n'avait pas du tout peur d'Alice, car son but en venant ici était de la capturer. Voyant cela, Alice créa immédiatement un mur de glace pour écraser Iska, puis vint une pluie d'épées, forçant Iska à dégainer son deuxième sabre pour se défendre. Et sous les attaques continues d'Alice, Iska fut blessée à de nombreux endroits sur son corps. À ce moment-là, Alice pensait que le pouvoir d'Iska était limité, mais Iska a éveillé son épée blanche pour créer une pluie d'épées identique à celle d'Alice. À proximité, Rin était très surpris, ne comprenant pas comment Iska pouvait aussi utiliser la magie céleste. Iska a alors foncé droit sur Alice, alors elle a créé une fleur de glace pour le repousser. En même temps, elle a conseillé à Iska d'abandonner parce qu'il ne pouvait pas la toucher. Cependant, Iska a continué à se battre avec la conviction que s'il abandonnait, la guerre ne finirait jamais. À ce moment-là, Iska afficha un regard déterminé qui fit reculer Alice. Elle partagea également qu'elle continuerait à se battre jusqu'à ce qu'elle ait vaincu l'Empire et unifié le monde. Son but était de créer un monde pacifique où les sorcières ne sont pas envahies. Mais alors qu'elle parlait de paix et autres, Alice a soudainement glissé et est tombée juste là où se trouvait Iska. Saisissant l'instant, le jeune homme a immédiatement attrapé Alice, la rendant très embarrassée. À ce moment-là, les coéquipiers d'Iska s'étaient approchés, alors Alice sauta de ses bras et appela Rin à se retirer. En même temps, elle avertit Iska que la prochaine fois qu'ils se rencontreraient serait l'anniversaire de sa mort. Dès qu'Alice partit, les 3 membres de l'équipe d'Iska revinrent et les 2 filles étaient très heureuses de voir qu'Iska était toujours sain et sauf face à un adversaire si puissant. Mais après la récente bataille, Iska ressentait qu'il voulait parler davantage avec Alice. Ce soir-là, Alice se baigna pendant 1 heure entière sans sortir, laissant Rin quelque peu perplexe. Il s'avéra que les paroles d'Iska plus tôt l'avaient laissé à réfléchir constamment, alors Alice décida que demain elle aurait besoin de sortir pour changer d'air et détendre son esprit. Elle exhiba une paire de billets pour une pièce intitulée « L'amour tragique de la chevalière ». Cette pièce se tiendrait dans un théâtre de la ville neutre entre les 2 pays. Le lendemain matin, Alice arriva au théâtre pour profiter de la pièce dans une humeur mélancolique. Il s'avéra que cette pièce racontait une histoire d'amour entre 2 personnes qui sont ennemies. Alice avait même trempé son mouchoir de larmes et pleurait encore. Alors un jeune homme derrière elle lui donna son mouchoir à utiliser temporairement.
Lorsque la pièce s'est terminée et que les lumières se sont allumées, Alice a été choquée de voir que la personne assise derrière elle était Iska, l'ennemi d'Alice et la personne à laquelle elle pensait depuis hier. La nuit précédente, Iska n'a pas pu dormir en pensant à Alice. Chaque fois qu'il fermait les yeux, l'image de son adversaire apparaissait. Et le lendemain matin, le jeune homme s'est réveillé avec un visage hagard. Il a partagé avec son chef d'équipe que toute la nuit, il n'avait pas pu s'empêcher de penser à ce combat. Mais la chef d'équipe pensait que c'était parce que la sorcière de glace était trop forte, donc Iska souffrait d'un traumatisme psychologique. Elle a immédiatement pensé à un moyen d'aider Iska à changer d'atmosphère pour le guérir. Peu après, la chef d'équipe a conduit Iska dans sa chambre. Au début, elle était très excitée jusqu'à ce qu'Iska découvre sa collection de sous-vêtements super mignons accrochés dans la maison, alors la chef d'équipe a rapidement tout caché et a préparé du thé pour offrir à son invité. Puis elle a donné à Iska un billet pour voir une pièce dans la ville neutre, croyant qu'après avoir apprécié la pièce, son moral serait plus joyeux. Un moment plus tard, Iska a fait un rêve sur son maître. À ce moment-là, il avait remis à Iska l'épée noire, disant que c'était le seul espoir pour rétablir la paix mondiale. En se réveillant de son rêve, Iska a été informé par Nin qu'ils étaient sur le point d'atteindre la ville neutre, et Iska a également mentionné qu'il venait de rêver de son ancien professeur. Cette personne avait confié une grande responsabilité à Iska, donc à l'avenir, il devrait faire plus d'efforts. La pièce d'aujourd'hui portait sur l'amour entre un jeune homme et une femme de deux pays ennemis, et bientôt ils devraient s'affronter sur le champ de bataille, ce qui rendait Alice très peinée. Voyant la fille devant lui pleurer beaucoup, Iska lui a donné son mouchoir. Quand la pièce s'est terminée, la fille a voulu payer pour son mouchoir, mais Iska a dit que c'était juste un objet bon marché. Et quand les lumières se sont allumées, Alice a été surprise de découvrir que la personne derrière elle était Iska. Pensant qu'Iska était un type qui traquait les femmes, Alice décida de le tuer sur le champ. Mais comme c'était une ville neutre, Rin conseilla à sa maîtresse de ne pas être impulsive, car s'ils se battaient, ils seraient tous deux expulsés de la ville immédiatement. Iska pensait qu'Alice était une pleurnicheuse parce que pendant la pièce, elle avait beaucoup pleuré. Alice a donc dû mentir en disant que de la poussière était entrée dans ses yeux. Elle ne pleurait pas, et quand elle a vu que sa maîtresse faisait trop de bruit, Ran a dû lui conseiller de quitter rapidement cet endroit. Alors Alice a dit au revoir à Iska, de manière noble, et est partie la première. Une fois dehors, Alice a dû continuer à regarder en arrière pour voir si Iska la suivait, car le fait qu'Iska se soit assis derrière elle plus tôt l'avait rendue très embarrassée. Mais Alice oublia rapidement cela pour trouver un magasin pour le déjeuner. À son arrivée, le personnel l'informa que toutes les tables avaient été réservées. Alors Alice dut accepter de s'asseoir à une table qui avait été réservée par un client précédent. Et juste après, elle recracha toute son eau en voyant que la personne qui avait réservé cette table était Iska. L'adversaire était un épéiste de l'Empire. Alors Alice a conseillé à Rin de ne pas être imprudente. De plus, elle ne pouvait pas partir, car cela aurait été un acte de crainte envers l'ennemi. Alors Alice a accepté de s'asseoir avec Iska et a pris le menu pour commander. À ce moment-là, Iska a également attrapé le menu et leurs mains se sont accidentellement touchées. Alors Iska, timidement, a laissé Alice commander en premier. Mais Alice voulait aussi céder à son adversaire. Alors les deux ont commandé en même temps. Par coïncidence, tous deux avaient lu une liste allant des plats au dessert qui était exactement la même, ce qui a étonné la serveuse. Iska a partagé que les pâtes étaient son plat préféré. Non seulement les ingrédients, mais aussi l'assaisonnement était délicieux. Après avoir entendu cela, Alice était également heureuse de dire qu'elle aimait vraiment manger des pâtes froides lors de journées chaudes comme celle-ci. Et en voyant qu'ils discutaient amicalement, Ren lança un regard noir à sa maîtresse, lui conseillant de maintenir sa dignité. Iska était l'ennemi, donc elle ne pouvait pas rire et parler joyeusement avec lui comme ça. Ce soir-là, Rin a promis de garder tout ce qui s'est passé aujourd'hui secret pour la reine. Bien qu'il ne se soit pas battu, Alice a quand même rencontré l'ennemi, et elle espérait que sa maîtresse jetterait le mouchoir d'Iska, ne le garderait plus, car à l'avenir, Iska deviendrait un monstre terrifiant, et il serait un obstacle majeur contre les sorcières. Mais maintenant, Alice ne se souciait plus de la guerre. Elle ne faisait que reprocher à Ren de toujours la sermonner, ne lui permettant pas de profiter d'un bon repas avec Iska. Pendant ce temps, Iska ne pouvait de nouveau pas dormir après la rencontre avec Alice. De même, de son côté, Alice continuait de tenir le mouchoir d'Iska et ne pouvait fermer les yeux. Dans son rêve, Iska se souvenait du temps où il s'entraînait avec son maître. À ce moment-là, le train avait percuté un troupeau de monstres, provoquant son déraillement. Profitant de cette occasion, le maître a également laissé Iska sortir pour s'engager dans un vrai combat. Mais après avoir abattu deux monstres, son épée s'est brisée en deux. Par coïncidence, Alice était également présente dans le train et a utilisé la magie de glace pour sauver la vie d'Iska. Et quand il s'est réveillé, Iska a réalisé qu'il avait effectivement un lien avec Alice depuis avant.
Aujourd'hui, le groupe d'Iska devait participer à un exercice d'entraînement militaire soudain. Comme toujours, la chef d'équipe était la plus lente par rapport aux membres et elle avait du mal à demander de l'eau à tout le monde, mais personne ne s'arrêtait. À ce moment-là, une connaissance est apparue pour saluer le groupe. Elle était membre de l'équipe de conseil militaire nommée Lisa. Et aujourd'hui, Lisa est venue ici pour annoncer qu'elle commanderait l'équipe de Mitsuri lors de la prochaine mission. D'ailleurs, elle a aussi demandé des nouvelles d'Iska. Sachant qu'il souffrait souvent d'insomnie, il semble que le voyage pour voir la pièce dans la ville neutre n'avait toujours pas rendu Iska plus heureux, alors Lisa lui a donné un billet pour une exposition d'art qu'elle venait de gagner de ses coéquipiers. Lisa était dans l'armée depuis longtemps, donc elle ne s'intéressait pas à l'art. Par conséquent, Iska serait une personne plus appropriée pour qui elle pourrait donner le billet. De son côté, Alice est allée rencontrer sa mère, la reine, après avoir reçu une convocation. Il s'est avéré que la reine avait entendu parler de la rencontre de sa fille avec un épéiste qui était un saint de l'Empire. Alors elle l'a informé que les saints étaient des êtres très puissants nés pour servir l'Empire. Il y a 100 ans, l'ancêtre des sorcières avait combattu contre 10 000 saints, mais avait quand même survécu. Et ce seigneur avait aussi un frère jumeau qui était le premier roi de Nébulise. Après la mort du premier roi, l'Empire était très heureux, pensant que l'ancêtre était parti. En fait, l'ancêtre était toujours vivant et actuellement scellé ici même. Cependant, le sceau de l'ancêtre s'affaiblit maintenant. La reine a découvert cela au moment où Alice a combattu Iska dans la forêt l'autre jour. Normalement, le pouvoir céleste réagit lorsque le sujet est en danger. Donc, lorsque le sceau de l'ancêtre s'est affaibli, cela a prouvé qu'elle avait ressenti un danger venant d'Iska. Alors, la reine a demandé à sa fille si elle savait quelque chose à propos de ce bretteur. En entendant cela, Alice se rappela le moment où Iska avait éveillé l'épée blanche, se demandant si c'était la raison pour laquelle l'ancêtre avait réagi ainsi. Quant à la reine, elle demanderait à l'Académie d'enquêter davantage sur Iska, tout en instruisant sa fille de ne pas aller au combat tant qu'elle ne saurait pas qui était vraiment Iska. Parce qu'elle n'avait pas à aller au combat, Alice se sentait un peu ennuyée, alors elle a décidé de se rendre à nouveau dans la ville neutre pour visiter. Elle pensait que rencontrer Iska la dernière fois n'était qu'une coïncidence, donc pour être prudente, Alice n'irait plus au théâtre pour voir des pièces. Cependant, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Dès qu'Alice est arrivée en ville, Iska était déjà là. Il avait même un billet pour l'exposition d'art identique à celui d'Alice. Elle se demandait pourquoi un soldat impérial viendrait ici si souvent. Iska a répondu que cette exposition était d'un artiste impérial, donc il n'y avait rien d'étrange à ce qu'il vienne la voir. Quant à Alice, elle croyait que l'art n'a pas de frontières, donc elle voulait aussi voir ses œuvres. Après avoir entendu cela, Iska invita Alice à y aller ensemble pour qu'il puisse la guider au musée d'art. Mais Alice était sûre d'elle et ne voulait pas y aller avec Iska, préférant y aller seule pour être sûre. Ainsi, la beauté se perdit complètement dans une ruelle pleine de rats, ce qui la terrifia. Ce n'est que cet après-midi-là qu'Alice retrouva son chemin vers la fontaine. Voir la paix de cette ville rendit Alice très triste. À ce moment-là, Iska revint également au même endroit et rencontra son adversaire. Il dit qu'il avait fait le tour du musée mais n'avait vu Alice nulle part. Sachant qu'elle était perdue, il est revenu ici pour la guider là-bas, mais Alice a révélé qu'elle était la princesse de Nébulase et qu'Iska était un saint, donc ils ne pouvaient pas aller ensemble. En entendant cela, Iska réalisa qu'Alice était la princesse du pays ennemi et il répéta les mots d'Alice selon lesquels l'art n'a pas de frontières. Finalement, Alice accepta joyeusement de suivre son adversaire. Lorsqu'ils sont arrivés au musée, Iska a expliqué chaque tableau à Alice et elle a écouté attentivement chaque mot qu'Iska disait sans manquer une phrase. Ils ont même aimé le même tableau ainsi que la façon dont l'auteur l'avait peint. Mais soudain, Alice se souvint qu'Iska était l'ennemi, alors elle ne voulait pas être plus amicale avec lui. À la fin de l'après-midi, Alice a acheté une bouteille d'eau à Iska pour le remercier. Au début, Iska a refusé, mais en fait, il n'avait pas d'argent sur lui. D'ailleurs, Alice a aussi demandé à Iska quel âge il avait cette année, et quand elle l'a entendu dire qu'il avait seulement 16 ans, Alice a su qu'elle avait 1 an de plus. Mais pendant qu'il parlait, Iska s'est endormi, montrant qu'il était très fatigué aujourd'hui. Le jeune homme a même accidentellement reposé sa tête sur le carton de lait d'Alice, comme s'il s'agissait d'un oreiller, laissant Alice sans voix parce qu'Iska n'était pas du tout sur ses gardes. Les deux étaient à l'origine ennemis, donc elle pourrait l'achever immédiatement. À son retour, Iska a reçu des ordres inattendus de ses supérieurs. Ils ont exhorté Iska à capturer la sorcière de glace vivante et à la ramener à l'Empire.
Pendant ce temps, le chef d'équipe et le groupe étaient submergés par la paperasse militaire. Alors Iska a pensé à acheter à Mitsuri une bouteille de soda au gingembre qu'elle aimait le plus. Mais Jin a remarqué qu'aujourd'hui, Iska avait acheté une bouteille au lieu d'une canette comme d'habitude. Il s'est avéré que le jeune homme avait adopté l'habitude de boire de l'eau en bouteille comme Alice. À ce moment-là, Lisa a contacté le groupe d'Iska pour les informer que les supérieurs voulaient le convoquer. Ils avaient examiné tous les rapports d'Iska sur la bataille récente. Bien qu'Iska ait apporté une contribution significative en repoussant la sorcière de glace loin de l'Empire, cela n'était pas suffisant pour restaurer son ancien titre de saint. Après tout, il était toujours une personne qui avait commis des crimes graves contre le pays. Alors cette fois, ils avaient donné à Iska une nouvelle mission, capturer la sorcière de glace vivante. En retournant dans sa chambre, Iska se sentait extrêmement partagé, car il avait auparavant passé des moments mémorables avec Alice. Après avoir réfléchi un moment, Iska a appelé le chef d'équipe pour demander un jour de congé d'entraînement demain. Il a dit qu'il devait se rendre dans la ville neutre pour rencontrer quelqu'un. Voyant Iska si déterminée, la chef d'équipe accepta immédiatement, mais à condition de l'accompagner. Elle était bien consciente que le visage d'Iska était actuellement très tendu, donc, en tant que bonne chef d'équipe, Mitsuri devait prendre soin des membres de son groupe. Après avoir entendu cela, Iska accepta, espérant son aide pour demain. De l'autre côté, Alice pensait à Iska après s'être séparée de lui. Plus tôt, Alice n'avait pas fait de mal à Iska, mais avait appelé un taxi privé pour le ramener sur le territoire de l'Empire. Elle considérait cela comme une façon de le remercier de l'avoir guidé aujourd'hui. Un moment plus tard, Rin revint pour informer sa maîtresse des résultats de l'enquête sur les antécédents d'Iske. Auparavant, Iske avait été nommé le plus jeune saint de l'histoire de l'Empire. Après avoir entendu cela, Alice était très curieuse de savoir pourquoi Iska était si fort, mais elle ne savait rien de lui. Alors Rin a continué en disant qu'après avoir été nommé saint, Iska avait vu son titre révoqué et avait été emprisonné. La raison était qu'il avait libéré une sorcière céleste qui avait été capturée par l'Empire. En entendant cela, Alice avait du mal à y croire. Elle se demandait pourquoi Iska avait épargné une sorcière, mais l'avait affrontée dans la forêt plus tôt. Alors Alice demanda à Rin d'enquêter sur la sorcière qu'Iska avait libérée. Après avoir entendu cela, Rin a promis qu'il y aurait des résultats dans quelques jours. Et dès que Rin est sorti, Alice a ramassé le mouchoir d'Iska et l'a regardé. À ce moment-là, la reine est soudainement apparue. Alors, Alice a dû cacher le mouchoir derrière son dos. La reine savait que sa fille était très intéressée par l'épéiste impériale, alors elle a rappelé à Alice que l'Empire était le premier ennemi de Nébulise. Dans le passé, ils avaient opprimé de nombreux mages, causant leur perte. Par conséquent, son souhait était de vaincre et renverser l'Empire bientôt. Même les artistes de l'Empire n'étaient pas une exception. Ces gens avaient peint la chasse brutale aux sorcières, donc elle ne les pardonnerait jamais. Après avoir entendu cela, Alice promit de se souvenir des paroles de sa mère. Alors la reine quitta la pièce pour laisser sa fille bien dormir. Cependant, Alice ne pouvait pas dormir sans connaître le secret à propos d'Iska. Alors Alice appela Rin dans la pièce, disant que demain, elle irait à nouveau dans la ville neutre, et elle affirma qu'elle découvrirait elle-même les véritables intentions d'Iska. Le lendemain matin, Iska a été emmenée à la ville neutre par le chef d'équipe et elle a demandé à Iska avec qui il avait prévu de rencontrer. Le jeune homme a répondu qu'il n'avait pas pris rendez-vous avec cette personne, mais qu'il avait le sentiment certain qu'ils se rencontreraient. À ce moment-là, Mitsuri a aperçu une mouette géante volant dans le ciel. Reconnaissant que c'était Alice, Iska a rappelé au chef d'équipe d'arrêter la voiture, juste à l'entrée de la ville. En effet, dès qu'il est sorti de la voiture, Iska a rencontré Alice à nouveau à la fontaine. Alors Alice a reconnu qu'elle et Iska avaient vraiment une connexion invisible l'un avec l'autre. D'ailleurs, Iska a également présenté la personne qui l'accompagnait comme le chef d'équipe du groupe. Pendant ce temps, Mitsuri se demandait qui était cette fille avec 2 grandes boîtes de lait. Alors Alice s'est présentée comme la sorcière de glace, terrifiant le chef d'équipe. Alice sentait que cet endroit n'était pas propice à la conversation, alors elle invita Iska à aller ailleurs. Et peu après, les 4 personnes montèrent sur une colline et regardèrent la ville neutre de loin. Alice se demandait pourquoi les 2 pays continuèrent de se battre alors que la ville était si paisible. Mais en fait, elle et Iska connaissaient la raison pour laquelle les 2 pays étaient en guerre depuis des centaines d'années. À ce moment-là, Alice a demandé à Iska pourquoi, il y a 1 an, il avait libéré une sorcière. Quel était son véritable but? Iska a répondu que c'était une fille de 13 ans avec juste un peu de pouvoir. Alors que l'Empire insistait pour capturer tous les mages, il l'a fait pour protester contre eux. Et Iska a affirmé que son objectif depuis le début avait été de mettre fin à la guerre, mais certainement aucun des 2 pays ne l'écouterait.
Par conséquent, Iska avait prévu de capturer un membre de la famille royale de Nebulise comme otage. À ce moment-là, Nebulise serait en chaos et forcée de négocier la paix. Après avoir entendu cela, Alice pensa que cette méthode était inutile et ne résoudrait rien, car même si Iska la capturait pour la ramener à l'Empire, la reine ne s'en soucierait pas. Il ne négocierait jamais parce que la haine de Nebulise pour l'Empire était très profonde. Mais à travers cette conversation, Alice avait quelque peu compris le caractère d'Iska, alors elle le pointa du doigt et lui conseilla de venir sous sa direction. Après avoir entendu cela, Rin pensa que cette idée était trop folle parce que la famille royale de Nebulise ne l'accepterait pas. Cependant, Alice écarta sa main, affirmant que c'étaient ses paroles sincères. Elle promit même d'accorder un titre à Iska s'il acceptait de venir à Nebulise. Après avoir entendu cela, Mitsuri était très inquiète, craignant qu'Iska ne soit tentée. À ce moment-là, un vent noir est arrivé, laissant tout le monde perplexe quant à ce qui se passait. Une faille spatiale est apparue dans le ciel, alors Iska et le chef d'équipe se sont rapidement reculés. Et de la faille, une femme est apparue que Alice a appelée l'ancêtre des sorcières. Donc Iska a immédiatement reconnu qu'il s'agissait de la sorcière suprême de Nebulise. Il y a 100 ans, elle avait survécu après avoir transformé l'Empire en une mer de feu. Après avoir entendu cela, le chef d'équipe a pensé qu'Alice avait appelé ses complices ici pour tendre une embuscade à elle et Iska. Alors Alice a dû expliquer qu'elle n'en savait rien. Juste après, l'ancêtre a utilisé la magie pour attaquer les gens en bas, créant une mer de feu identique à il y a 100 ans. De ce côté, la reine, après avoir ressenti les secousses, est descendue sous terre pour vérifier, et elle a découvert que l'ancêtre s'était vraiment échappé du sceau. Alors, elle était très heureuse car les gens de l'Empire allaient être anéantis par l'ancêtre. Cependant, les 4 personnes du groupe d'Iska ont quand même survécu après l'attaque de l'ancêtre. Iska se demandait pourquoi Alice, en tant que descendante, avait quand même été attaquée par elle. Elle a expliqué que c'était à cause du système de défense automatique du pouvoir céleste. Il semblait que l'ancêtre voulait cibler Iska parce qu'elle le trouvait très dangereux. Alice a également dit que depuis sa rencontre avec Iska, elle avait beaucoup d'émotions dans son cœur. Alors aujourd'hui, elle est venue ici pour le rencontrer afin de trouver un moyen de résoudre les problèmes entre les deux pays. Pourtant, maintenant l'ancêtre voulait interférer. Alors Alice l'a maudite comme une idiote. Puis Alice courut devant l'ancêtre, espérant qu'elle s'arrêterait. Pensant qu'Alice était du côté de l'Empire, elle continua à utiliser le feu pour la faire disparaître de la terre. Rin vit qu'Alice était en danger et courut utiliser Golem et son corps pour protéger sa maîtresse. Mais la résistance de Rin était trop faible et elle fut bientôt emportée. À ce moment-là, Rin était gravement blessée, laissant Alice très paniquée et ne sachant pas quoi faire. Alors Iska encouragea calmement Alice à utiliser la magie de glace pour la refroidir d'abord. Puis, il demanda au chef d'équipe d'emmener la servante à l'hôpital pour un traitement expert tout en évacuant rapidement les résidents car une bataille féroce allait bientôt arriver. Immédiatement après, Iska dégaina ses 2 épées et avança avec Alice. Et l'ancêtre reconnut immédiatement le propriétaire de l'épée comme étant Crossway. Après avoir entendu cela, Iska demanda comment elle connaissait le nom de son maître. Mais elle ne prit pas la peine de répondre et invoqua du magma du sous-sol pour les attaquer tous les deux. Voyant cela, Iska s'est associé à Alice pour détruire son mouvement. Voyant Alice aux côtés d'Iska, l'ancêtre l'a accusé de trahir la famille royale et a déclaré que des personnes comme Alice devaient être éliminées immédiatement. Mais Alice a utilisé la magie de glace pour arrêter le flux de magma de l'ancêtre et a dit que c'était l'ancêtre qui l'avait attaqué en premier, donc maintenant elle n'était plus l'héroïne de Nebulise. L'ancêtre a dit qu'elle ne s'était jamais considérée comme une héroïne et que son but en naissant était seulement de détruire l'Empire. Après avoir entendu cela, Iska et Alice savaient tous deux qu'il y a 100 ans, elle était l'espoir menant les sorcières. Mais en regardant ses actions, ils comprirent tous deux que cette époque n'avait plus besoin de l'ancêtre. Ce dont ils avaient besoin, c'était d'un avenir radieux où le monde pourrait avoir la paix. Par conséquent, l'ancêtre devrait retourner à sa place et dormir pendant encore 100 ans. Avec ces mots, tous deux se dirigèrent directement vers l'ancêtre, prêts à recevoir son attaque. Voyez, l'ancêtre fit pousser des ailes, puis créa un dragon de feu, obligeant les deux à esquiver d'un côté. Elle pouvait même utiliser à la fois la magie de glace et la magie de la terre pour créer un lion attaquant les deux personnes. Alors Iska a immédiatement sauté haut pour laisser Alice utiliser le grand désastre de glace pour geler le lion en premier. Mais cette fois, elle avait changé pour utiliser la magie du vent pour créer un vent noir pour les emporter tous les deux. Alors Iska planta ses 2 épées dans le sol et tint la main de son coéquipier. Voyant cela, Alice conseilla à Iska de lâcher prise de peur qu'il ne soit emporté lui aussi. Mais Iska pensait qu'elle partageait les mêmes émotions qu'Alice. Le comportement agressif de l'ancêtre empêchait les deux pays de négocier la paix.
Par conséquent, Iska voulait se battre avec Alice pour la vaincre et réaliser leur souhait à tous les deux. Après avoir entendu cela, Alice fut très émue et retrouva son équilibre. Elle lança immédiatement un sort de glace très puissant vers l'ancêtre, réussissant à percer sa couche de défense. Voyant Alice comme trop gênante, l'ancêtre répliqua, la projetant sur le côté. Pendant ce temps, Iska avançait courageusement, tranchant 2 boules magiques de l'ancêtre, la mettant en colère, et Alice avait créé une route entière de neige et de glace, créant des conditions pour qu'Iska porte le coup final. Il croyait que c'était l'ancêtre qui avait causé l'inimitié qui avait fait durer la guerre pendant des centaines d'années. Mais elle ne prit pas la peine de répondre et créa une lance de feu lancée vers Iska. Voyant cela, Alice créa immédiatement une fleur de glace pour servir de bouclier et aider Iska à continuer d'avancer. Finalement, Iska s'approcha de l'ancêtre et lui coupa les ailes, et il croyait que la prochaine fois qu'elle se réveillerait, ce monde serait déjà en paix. Juste après cela, l'ancêtre est tombé dans la faille spatiale, rendant le ciel paisible, et Iska est retourné vers Alice pour répondre à sa question précédente qu'il était un enfant de l'Empire, donc il ne pouvait pas se transférer à Nébulis. Après avoir entendu cela, Alice a compris que dorénavant, les deux redeviendraient des adversaires comme avant. Mais les deux avaient temporairement cessé les hostilités et se sont allongés pour profiter du splendide coucher de soleil, car aucun d'eux n'avait plus la force de se battre. En quittant le champ de bataille, l'équipe d'Iska est allée dans une zone de divertissement pour soulager leur stress. Cependant, il était si malchanceux qu'il a perdu tout son argent. Ni pensait que cette machine était peut-être cassée, donc elle ne donnait pas d'argent. Quant à la chef d'équipe, étant accro au jeu, elle a décidé d'échanger de l'argent contre des pièces pour jouer sur une autre machine, laissant Iska sans voix parce que toutes les machines étaient les mêmes, et tout le groupe se demandait pourquoi ils étaient dans cet endroit maudit plein de jeux d'argent. Il s'est avéré qu'il y a quelques jours, Lisa avait accordé des vacances à l'équipe 7 de Mitsuri avant qu'ils n'entament une nouvelle mission. Mais la chef d'équipe pensait que la prochaine mission devait être très difficile pour justifier une pause aussi longue. Alors aujourd'hui, elle a décidé de s'amuser au maximum pour n'avoir aucun regret. Jean pensait que la chef d'équipe réfléchissait trop au point de se perdre. Après tout, chaque fois qu'ils allaient sur le champ de bataille, tout le groupe faisait toujours face à la mort. Donc il n'y avait rien à craindre. Pendant ce temps, Iska se demandait pourquoi elle avait amené tout le groupe ici aujourd'hui. Il s'est avéré que la chef d'équipe voulait gagner beaucoup d'argent pour acheter le dernier char MV-62. Alors aujourd'hui, elle espérait vraiment avoir de la chance et décrocher le jackpot une fois dans sa vie. Avec ce char, ils pourraient tous se retirer en sécurité si quelque chose arrivait. Bien que ce soit une idée étrange, Jean aiderait la chef d'équipe à gagner. Après avoir entendu cela, elle devint encore plus enthousiaste, promettant de devenir riche pour acheter des maisons pour toute l'équipe. À ce moment-là, Alice et Ren étaient également présentes au casino. Comme Alice était en congé, la servante l'avait amenée ici pour se détendre. Mais Alice n'aimait que la ville neutre et n'avait aucun intérêt pour le jeu. En entendant cela, Ren a découvert qu'Alice voulait flirter avec ce bretteur impérial. Alors Alice a dû prétendre qu'elle avait des intentions pures et non sombres avec lui. Juste après, elles ont toutes les deux acheté des jetons pour tenter leur chance. Alors qu'Iska et le chef d'équipe avaient perdu tout leur argent sans gagner une seule fois, Ren encouragea sa maîtresse en disant qu'aujourd'hui, la déesse de la victoire la bénirait. Mais Alice ne se souciait que du moment où elle serait libre pour rencontrer Iska. Alors Ren dut rappeler à Alice que c'était la guerre, pas un mariage, pour qu'elle arrête de rêver. Après avoir entendu cela, Alice s'est réveillée de son fantasme, se rappelant qu'Iska avait refusé de rejoindre son camp. Alors maintenant, Alice utilisait le jeu pour soulager sa tristesse. Inattendu, dès son premier tour, Alice a décroché le jackpot. Incroyable run. L'argent tombait comme une cascade, attirant les gens autour pour admirer sa chance. Nin, bien qu'elle ne connaisse pas Alice, est venue la féliciter pour sa grande victoire. Et Nin croyait qu'avec cet argent, la chef d'équipe pourrait acheter le char qu'elle voulait. Voyant cela, Alice a immédiatement donné à Nin toutes les pièces qu'elle avait en main parce qu'elle était une princesse et n'aimait pas ces jeux de hasard. Tandis que la chef d'équipe était triste d'avoir perdu tout son argent, Nin a rapporté un pot de nouvelles pièces, disant que quelqu'un qui venait de gagner gros lui avait donné ces pièces. La chef d'équipe se demandait si cette personne était un homme riche de Dubaï. Alors Nin a décrit que la personne ressemblait beaucoup à une princesse avec des cheveux dorés. Après avoir entendu cela, Iska pensa silencieusement à Alice, mais il se dit que ce ne pouvait pas être une telle coïncidence. Après avoir quitté le casino, Alice et Rin marchaient dans les rues. Soudain, Alice découvrit une boutique de voyance le long de la route, et était curieuse de l'essayer. Ici, la voyante regarda Alice et savait déjà qu'elle voulait voir son destin concernant l'amour. Alors Alice expliqua nerveusement qu'il y avait un jeune homme d'1 an plus jeune qu'elle et elle voulait savoir quand ils se rencontreraient en privé.
Après avoir entendu cela, le voyant a disposé les cartes du destin et a déclaré que les deux avaient un lien étroit qui ne pouvait être rompu et qu'il était toujours très proche d'Alice. Elle devait donc juste chercher un peu pour le trouver. En quittant la boutique de voyance, Alice pensa que ces paroles semblaient très raisonnables mais quelque peu vagues. Rain pensait aussi que ce n'était que de la voyance, donc sa maîtresse n'avait pas besoin de s'en soucier. Mais juste au moment où Alice était partie, le groupe d'Iska est également passé et il était aussi curieux de faire lire sa fortune pour voir où se trouvait Alice maintenant. Iska a partagé qu'ils se sont d'abord rencontrés sur le champ de bataille, puis au théâtre, et ont ensuite partagé des repas très agréables ensemble, mais la vieille femme a regardé les cartes du destin et a dit à Iska qu'il n'avait pas besoin d'en dire plus parce que la personne qui l'attendait était actuellement très proche. De son côté, Lisa avait été convoquée par ses supérieurs pour une nouvelle mission, car dans la vallée de la frontière sud, une source d'énergie céleste appelée un vortex était apparue. Si le vortex tombait entre les mains de Nebulise, ce serait un désastre pour l'Empire. Actuellement, un saint très puissant nommé Naber était déjà sur place, mais les supérieurs voulaient tout de même envoyer des renforts. Après avoir entendu cela, Lisa savait déjà que les supérieurs voulaient envoyer l'équipe Sept sur le champ de bataille à nouveau. Alors, en rentrant, elle a contacté avec enthousiasme l'équipe Sept pour les informer de la mission. Tout d'abord, Lisa a exempté toute l'équipe des prochaines sessions d'entraînement parce que cette mission était très importante. Elle a expliqué que les premières sorcières étaient apparues il y a 100 ans lorsqu'une source d'énergie appelée Vortex les avait choisies pour leur conférer du pouvoir. Actuellement, un nouveau vortex s'était formé dans la vallée du Sud. Si Nebulise l'obtenait, une sorcière très puissante naîtrait. Donc, la tâche de l'équipe Sept serait d'aller sur le champ de bataille pour l'empêcher. Avec ces mots, Lisa souhaita bonne chance à tout le monde pour accomplir la mission, puis raccrocha. De son côté, Alice regardait toujours le mouchoir d'Iska, se demandant où il était maintenant. À ce moment-là, Rain vint informer Alice d'un message de la princesse Sisbel indiquant qu'une nouvelle source de vortex apparaissait dans la vallée du Sud. Actuellement, l'Empire y avait envoyé des troupes pour contrôler le vortex. Après avoir entendu cela, Alice était très indignée car elle venait juste d'apprendre cette nouvelle. Il s'avérait que parmi les 3 grandes familles de Nebulise, il y avait de nombreux conflits. Ainsi, une famille appelée Donna avait délibérément caché cette information pour s'emparer du vortex pour elle-même. Après avoir entendu cela, Alice est immédiatement allée voir la famille Donna pour découvrir ce qu'ils voulaient faire. À son arrivée, Alice sentit qu'elle n'était effectivement pas la bienvenue, et le chef de la famille, appelé Lord Max, avait prévu de tendre une embuscade à Alice. Mais Rin l'a rapidement découvert. Il a dit qu'il avait un pouvoir magique très faible, donc il devait toujours porter cela pour se défendre. Mais Alice ne se souciait pas de son pouvoir. Elle voulait juste savoir pourquoi la famille Donna avait délibérément caché l'existence du vortex. Et il se défendit en disant qu'il devait prendre le temps de vérifier qu'il s'agissait vraiment d'un vortex avant de pouvoir le signaler. Après avoir entendu cela, Alice partit immédiatement car cette conversation était une perte de temps. Alors le Seigneur renvoya aussi Alice avec un avertissement de faire attention à ses décisions. Le lendemain matin, le côté impérial avait installé un camp militaire juste à côté de la vallée. Iska a demandé à la chef d'équipe si les supérieurs savaient quelque chose à propos de l'incident de l'ancêtre l'autre jour, mais Mitsuri a dit qu'elle avait rapporté de manière très vague, donc les anciens ne savaient rien. À ce moment-là, la chef d'équipe a retrouvé son ancien coéquipier Nozo après 1 an sans se voir et les deux se sont embrassés affectueusement. Cependant, Nozo a remarqué que Mitsuri n'avait pas du tout grandi. Alors la chef d'équipe était très embarrassée, disant qu'elle avait grandi de 2 mm. Un moment plus tard, la Sainte Namil est arrivée, alors tous les soldats se sont alignés proprement. Jin et Iska savaient tous les deux que Namil faisait partie de la force d'assassinat d'élite de l'Empire, et la combinaison optique que Namil portait avait également été créée par l'Empire pour l'aider à se camoufler. Ici, Namil a assigné 3 tâches principales aux soldats. Premièrement, s'assurer que le vortex ne tombe pas entre les mains de Nebulizer. Deuxièmement, si la mission échoue, détruire le vortex à tout prix. Et troisièmement, personne n'est autorisé à se mettre en travers de son chemin pour éliminer les sorcières. Avec ces mots, toutes les unités ont infiltré la vallée pour chercher le vortex. Mais toute la journée, l'équipe d'Iska n'a reçu aucun signal du vortex. De plus, Nozo a rapporté via le communicateur que 3 unités avaient disparu. Elles ont peut-être affronté des sorcières et perdu la vie. Après avoir entendu cela, Mitsuri a suggéré que le groupe retourne à la base pour de nouveaux ordres. Namil a également signalé que sur un total de 32 unités, 3 groupes avaient disparu. Mais il ne s'en souciait pas et leur ordonna de continuer à chercher le vortex. Cela rendait les membres de l'équipe 7 très mal à l'aise parce que Namil n'avait pas envoyé d'équipe de secours pour retrouver les personnes disparues.
Même Iska se sentait indigné, alors il irait rencontrer Namil pour voir ce qui se passait. Après tout, il avait été autrefois son ancien coéquipier. Dès qu'ils se rencontrèrent, Namil se souvint qu'Iska était le traître de l'Empire. Maintenant, il avait été rétrogradé au rang de soldat, donc il n'avait pas le droit de lui parler. Par conséquent, Namil expulsa Iska sans aucune explication. Ainsi, Mitsuri dut remplacer Iska en tant que chef de l'équipe 7, et elle rassembla tout son courage pour demander à Namil pourquoi il n'était pas allé secourir les personnes disparues. Mais en conséquence, il n'expliqua pas un mot. Cependant, la chef d'équipe n'était pas triste, mais retourna à la salle de bain pour se doucher très confortablement. Et quand elle est sortie, elle a accidentellement tout exposé, laissant tout le monde sans voix. Voyant la chef d'équipe embarrassée, Iska a pris la parole, lui conseillant de se calmer. Mais elle pensait qu'elle ne pourrait plus se marier, alors elle a fait en sorte que Jin prenne ses responsabilités. Pendant ce temps, Alice prévoyait d'aller dans la vallée demain pour vérifier la situation du vortex. Après avoir entendu cela, Rin a pensé que sa maîtresse y allait pour rencontrer Iska, mais Alice a affirmé qu'elle irait en sa qualité de princesse pour voir ce que la famille Donna voulait faire. De ce côté, le seigneur était venu rencontrer Kissing pour partir pour la vallée cette nuit-là, et cette fille était une mage de sang pur très puissante appartenant à la famille Donna. Le lendemain matin, Alice est arrivée à l'endroit interdit, protégé par les sorcières. Au début, elle suivait les ordres du Seigneur, ne permettant pas à Alice de s'approcher, mais Alice a simplement avancé, et en effet, le vortex émettait un flux d'énergie très puissant. Alors, elle est retournée demander au Seigneur si c'était cela qu'il voulait monopoliser, mais le Seigneur a nié car le flux du vortex venait juste d'apparaître. À ce moment-là, Kissing était revenu après une ronde de reconnaissance. Alors le Seigneur la présenta fièrement comme la mage géniale de la famille, ainsi que la cousine d'Alice. Mais Kissing n'avait jamais interagi avec des étrangers depuis sa naissance, donc elle ne savait pas qui était Alice. Alice se demandait si Kissing seul pouvait se battre contre ces gens de l'Empire là-bas. Le Seigneur affirma que Kissing était bien plus forte qu'Alice, et qu'après avoir saisi le vortex, elle lancerait une guerre totale avec l'Empire. C'était ce que tous les mages de Nébulise voulaient faire depuis 100 ans. De ce côté, l'équipe 7 avait reçu des informations sur la détection de pouvoirs célestes à la base militaire, alors Jin pensait que l'ennemi avait envahi la base de l'Empire, et que les soldats disparus avaient certainement été capturés par eux. L'équipe 7 n'avait pas besoin de retourner pour obtenir du soutien, mais continuait à recevoir des ordres pour chercher le vortex. À ce moment-là, le chef d'équipe a découvert un pilier de lumière devant. L'énergie qu'il émettait était très forte, donc Nine a affirmé que c'était le vortex. Mais Jin savait que son équipe n'était pas la première à le trouver parce qu'une voiture d'une autre équipe se dirigeait à toute vitesse dans cette direction. Mitsuri a vu que c'était l'équipe de Nozo, alors elle était très heureuse de se précipiter pour la serrer dans ses bras. Mais maintenant, Nozo a révélé son vrai visage, qu'elle était de Nébulaise, et la mission de Nozo était de capturer tous les soldats impériaux, alors elle a pris le chef d'équipe en otage. Ensuite, toute l'équipe a retiré le ruban pour révéler le sceau magique. Maintenant, la chef d'équipe a réalisé que sa meilleure amie était l'ennemi, mais c'était trop tard. Elle avait été contrôlée par sa magie de foudre, rendant son corps incapable de bouger. Mais à ce moment-là, un coup d'épée invisible avait abattu 2 personnes dans l'équipe de Nozo. Il s'est avéré que la personne qui avait frappé était Namal, qui possédait une armure de camouflage optique. Il avait découvert que parmi les soldats impériaux, il y avait des espions ennemis, et quiconque se mettait en travers de son chemin devait mourir. Celui qui était allongé sur le sol a vu cela et a lancé une magie de feu pour attaquer Namal, créant une opportunité pour Nozo de s'échapper avec l'otage. Mais il l'a achevé sur place et a ensuite lancé un couteau vers Nozo. Cependant, Iska a coupé le couteau de Namal de peur que le chef d'équipe ne soit touché, et Jin a essayé de tirer après eux, mais elle s'était échappée. En effet, Namal avait l'intention de lancer une lance pour éliminer à la fois Nozo et l'otage. Alors il a maudit Iska comme un imbécile parce que s'il n'était pas intervenu, cette femme serait morte. Jin pensait que l'objectif maintenant était de les suivre de près puis de s'approcher du vortex. Mais Namal a vu que Nébulise avait entouré le vortex, prouvant qu'il était tombé entre les mains de l'ennemi. Il a donc décidé de lancer des missiles sur la base ennemie pour les éliminer tous d'un coup. Après avoir entendu cela, toute l'équipe 7 était très anxieuse parce que leur chef d'équipe était coincé là-bas. De ce côté, Alice et le Seigneur observaient le développement du vortex. Alice pensait que son énergie était trop faible, donc il ne pouvait donner naissance qu'à quelques mages. À ce moment-là, un subordonné annonça que l'espion Nozo était revenu, et Nozo se vanta fièrement auprès de son supérieur d'avoir accompli sa mission et capturé un soldat impérial.
Quant à Mitsuri, elle reconnut que la fille en face d'elle était une personne très familière. En effet, auparavant Mitsuri était allée avec Isuka et avait rencontré Alice dans la ville neutre, mais Alice devait faire semblant qu'elle ne s'était jamais rencontrée. Erin avait soigneusement assommé l'adversaire pour qu'elle ne révèle pas le secret de la rencontre dans la ville neutre. Voyant Rin agir au bon moment, Alice soupira également de soulagement. Elle croyait que si le chef d'équipe d'Isuka apparaissait, cela signifiait qu'il participait également à cette campagne. Alors Alice demanda immédiatement à Nozo des informations sur la base militaire ennemie et s'y dirigea. Il s'avéra qu'Alice considérait cela comme une grande opportunité de se battre à nouveau avec Isuka. Mais le fait qu'Alice fonce directement vers la base ennemie fit penser à Rin que sa maîtresse était vraiment devenue folle. Pendant ce temps, l'équipe 7 suivait des traces pour secourir le chef d'équipe. Mais à ce moment-là, le missile lancé par Namal se dirigeait droit vers la base ennemie. Nin était donc très inquiète car, selon ses calculs, dans seulement 20 minutes, il lancerait le prochain missile. Sentant qu'il ne restait plus beaucoup de temps, Isuka a exhorté l'équipe à agir rapidement. De ce côté, les mages se retiraient progressivement de la vallée pour éviter le prochain missile. Mais ils n'avaient pas encore bougé lorsque Nin a foncé directement dans la base. Dès que Isuka est sorti de la voiture, il a découvert que le chef d'équipe était torturé par Nozo, alors il s'est précipité pour couper les cordes et la sauver. Nozo vit cela et lança de la magie de foudre pour attaquer Isuka, mais il fit juste quelques coups d'épée et toute la foudre fut neutralisée. À ce moment-là, Kissing s'avança lentement comme une marionnette et elle utilisa la magie pour créer des millions d'épines se dirigeant vers Isuka, mais sans l'attaquer, absorbant à la place le missile qui venait d'être lancé par l'Empire, laissant Isuka bouche bée, ne sachant pas quel genre de pouvoir c'était. Et Kissing avait reçu des ordres de son oncle seigneur. Donc maintenant, elle éliminerait Isuka ici même. Après avoir entendu cela, Isuka a immédiatement brisé les menottes de la chef d'équipe et lui a rappelé de reculer, car il savait que Kissing était une mage de sang pur très dangereuse. De ce côté, Alice avait atteint la base militaire de l'Empire, mais n'avait trouvé personne. À ce moment-là, Ren a senti une embuscade. Alors, elle a poussé Alice de côté. Il s'est avéré que Namel attendait ici les sorcières de Nébulise. Selon le rapport de Nozo, Namel possédait une armure optique qui pouvait devenir invisible, et Alice se sentait très mal à l'aise lorsque cette personne avait attaqué, blessant Ren. Sans parler du fait qu'Alice n'avait pas rencontré la personne qu'elle devait trouver, alors maintenant, elle allait passer sa colère sur lui. Pendant ce temps, Kissing avait utilisé la magie des épines pour créer un serpent attaquant Isuka, le forçant à esquiver constamment, car partout où les épines touchaient, elles engloutissèrent les objets. Et en voyant Kissing attaquer au hasard, Isuka s'est précipité pour couper sa magie. Après une période de combat, Kissing savait que l'adversaire semblait être un saint de l'Empire, alors elle passa à la technique de recréer des objets pour créer le missile d'avant, puis le laissa tomber directement à l'endroit où elle et Isuka se tenaient. Pendant ce temps, Namel était devenu invisible pour attaquer son adversaire, mais Alice avait réagi très rapidement avec de la magie de glace, le forçant à redevenir visible et à se retirer à sa position initiale. Profitant de cette opportunité, Alice était passée à des attaques à longue portée, créant une pluie d'épées se dirigeant vers son adversaire. Mais Namel avait détruit chaque épée, laissant Alice très étonnée. Il a même renvoyé une épée vers Alice, obligeant Ren à la soutenir. À ce moment-là, Namel pensait qu'Alice était inférieure, mais osait parler fort, alors elle a exprimé ses sincères excuses pour avoir sous-estimé son adversaire. Et cette fois, elle a promis de se battre sérieusement. Avec ces mots, Alice a immédiatement lancé le grand désastre de glace, faisant hésiter Namel à attaquer. En quelques secondes, la magie s'était répandue, gelant toute la base en un clin d'œil. Namel a également réussi à s'échapper, faisant sentir à Alice que se battre avec lui était juste une perte de temps. À ce moment-là, les deux personnes ont vu une explosion juste en direction du vortex, et Kissing a pensé qu'après l'explosion, il semblait qu'Isuka s'était évaporé. Mais il restait toujours debout, surprenant Kissing et les spectateurs autour. Maintenant, Kissing réalisait qu'Isuka était le successeur de l'épée noire capable de trancher la magie, mais Isuka ne s'en souciait pas. Il demanda à Kissing qui l'avait élevée pour devenir une combattante aussi imprudente. Cependant, Kissing ne prit pas la peine de répondre et continua à créer un dragon d'épines pour attaquer Isuka. Cette fois, Isuka avait sauté dans un coin caché, puis soudainement contourné son adversaire. Il savait que Kissing était une personne très forte, mais ne pouvait pas encore contrôler sa magie, donc Isuka n'avait qu'à utiliser le manche de son épée pour pousser doucement, et Kissing avait perdu toute sa force et s'était évanoui sur place. Après avoir vaincu son adversaire, Isuka avait l'intention de la ramener à l'Empire, mais le Seigneur était apparu juste à temps pour poignarder Isuka, le blessant.
Grâce à sa force physique et à sa vitesse de réaction, Iska avait évité le point fatal. Le seigneur conseilla à Iska de ne plus se battre, mais de s'inquiéter d'abord pour ses coéquipiers. Avec ces mots, il porta Kissing et donna un coup de pied qui fit tomber le chef d'équipe directement dans le vortex. Voyant cela, Iska a immédiatement sauté pour sauver son coéquipier. À ce moment-là, Alice était revenue sur les lieux. Alors elle a volé dans le vortex avec Iska. Et après un certain temps d'effort, Iska a finalement serré son chef d'équipe dans ses bras. Alice a également suivi derrière, demandant où il avait été ces derniers jours. Juste parce qu'Alice croyait à la voyante, elle était allée jusqu'au camp des soldats impériaux pour le trouver, mais ne l'avait pas vu. Et maintenant, Alice a promis de sauver Iska à une condition: que les deux se battent dès qu'ils seraient de retour sur le sol. Après avoir entendu cela, Iska a immédiatement accepté parce qu'il l'a toujours considéré comme une adversaire à vaincre. Alors Alice a pris la main d'Iska et a créé des blocs de glace pour ramener tout le monde à la surface. Mais le vortex a soudainement réagi très fortement, ce qui a fait perdre le contrôle de sa magie à Alice, et immédiatement après, elle a dû lâcher la main d'Iska, ce qui a fait qu'ils ont continué à être séparés. Le vortex s'est ensuite évaporé et Alice a été emportée vers le sol. Elle était donc très en colère car cela l'avait gênée à un moment si important. Maintenant, elle espérait juste qu'Iska survivrait jusqu'à ce qu'ils se rencontrent à nouveau. En bas, Iska a été rapidement retrouvé par ses deux coéquipiers. Il a dit que lui et le chef d'équipe venaient de tomber dans le vortex. Alors Nin a été très surpris, demandant comment Iska était encore en vie. Mais maintenant, Iska ne savait pas comment répondre. Il regardait juste le morceau de glace dans sa main et se murmura qu'il lui devait une vie. Depuis son retour à la maison, Alice fixe distraitement le lointain. Elle pense toujours à Iska et à tenir sa main dans le vortex l'autre jour. Elle a même accidentellement laissé échapper le nom d'Iska sans que Ren ne demande quoi que ce soit, donc Ren savait parfaitement qu'Alice était trop attirée par ce bretteur. Si Alice voulait tant se battre contre lui, Ren organiserait leur rencontre immédiatement. Auparavant, ils avaient rencontré Iska 3 fois dans la ville neutre, donc Rin croyait qu'en continuant à y aller, il le trouverait certainement. Après avoir entendu cela, Alice était très heureuse et voulait partir immédiatement, ne pouvant plus attendre. Mais elle ne savait pas que Rin avait aussi ses propres plans. Pendant ce temps, la chef d'équipe s'agenouillait pour s'excuser auprès du groupe. Juste parce qu'elle avait été capturée par un espion, elle avait mis Iska en danger. Mais Iska l'encouragea en disant qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser autant. Tant que la chef d'équipe revenait saine et sauve, c'était suffisant. À ce moment-là, Mitsuki ressentait une sensation très étrange dans son bras. Tout le monde lui demanda ce qui n'allait pas, et Lisa ouvrit la porte pour accueillir le groupe. Cette fois, Lisa avait donné à l'équipe 7 une mission extrêmement fictive, infiltrer la souveraineté de Nebulis et trouver un moyen de capturer la reine. Après avoir entendu cela, Iska et Jin étaient contrariés, pensant que la blague de Lisa n'était pas du tout drôle. Le groupe était habitué aux missions déraisonnables, mais celle-ci était vraiment impossible. Mais Lisa a affirmé que le groupe accomplirait bien la mission, parce qu'elle avait déjà un plan. Lisa comprenait que dans l'Empire, toute personne découverte avec une marque de mage serait éliminée immédiatement. De même, à Nebulis, la marque d'un mage était comme un passeport. Ceux sans marque seraient certainement arrêtés. Mais Lisa avait un moyen d'aider l'équipe 7 à entrer dans Nebulis sans être détectée et elle rapporterait les détails du plan dans 3 jours, donc tout le monde devait commencer à se préparer. Pendant ce temps, Alice et Ren prenaient le soleil dans la ville neutre depuis 3 jours sans trouver Iska. Alors Ren pensait qu'Iska avait peut-être péri après être tombé dans le vortex. Mais Alice affirma qu'Iska était toujours en vie et qu'il reviendrait pour se battre contre elle. Maintenant, ils devaient juste se séparer et chercher autour, et ils le rencontreraient certainement. Après avoir entendu cela, Rin se sentit très fatigué de la façon de penser de sa maîtresse. Elle savait que le destin d'Alice était de devenir la prochaine reine, mais malheureusement, la souveraineté de Nebulis traversait un grand conflit interne. Les sœurs d'Alice dans la famille royale cherchaient toujours des occasions de s'emparer du trône, alors c'était le moment pour Alice de gagner le cœur du peuple pour consolider sa position. Ce n'était pas le moment pour Alice de toujours flirter avec Iska comme ça. Par conséquent, Rin trouverait un moyen de couper le lien entre Alice et ce bretteur. À ce moment-là, Nin discutait avec le groupe de ce que pourrait être le plan de Lisa, mais tout le monde remarqua soudainement que la chef d'équipe était toujours mal à l'aise à cause de son épaule. Jin pensa que peut-être la chef d'équipe était trop âgée, donc elle avait des douleurs articulaires. Alors, Mitsuri se défendit en disant qu'elle avait probablement juste été mordue par quelque chose. Pour être sûr, tout le monde demanda à la chef d'équipe d'enlever sa chemise pour voir ce qui n'allait pas.
Et quand elle a relevé son épaule, tout le groupe a été choqué de découvrir que c'était une marque magique. Mitsuri avait essayé de trouver toutes sortes de raisons, mais maintenant, elle était très paniquée, ne sachant pas comment expliquer. Alors, Isuka l'a encouragée à rester calme pour que tout le monde puisse trouver une solution. Jin a confirmé que la marque que portait la chef d'équipe était le Vortex. Normalement, ceux qui portent une énergie forte pourraient ne pas convenir au Vortex, mais lorsque la chef d'équipe est tombée dans le Vortex, elle était par coïncidence la bonne personne pour qu'ils la choisissent. Après avoir entendu cela, Mitsuri s'est complètement effondrée en apprenant qu'elle était devenue une sorcière. Alors Jin a suggéré que la chef d'équipe se rende pour obtenir la clémence. Si elle le cachait et était découverte, elle serait certainement exécutée. Même Isuka voulait que la chef d'équipe fasse calmement son choix. Si elle se rendait, tout le groupe chercherait tous les moyens de réduire sa peine pour l'aider à retrouver la liberté. Et il y avait une autre façon. Elle pouvait déménager pour vivre dans la ville neutre. Tant qu'elle ne cachait pas la marque, il n'y avait rien à craindre. Après avoir entendu cela, Mitsuri a été très touchée parce que cette situation avait impliqué tout le groupe. Mais Jin lui a conseillé de ne pas s'inquiéter car elle était toujours la chef du groupe. Mitsuri devait juste prendre une décision et le reste du groupe s'en occuperait. Isuka a également affirmé qu'il ne l'abandonnerait jamais. Alors Mitsuri a beaucoup pleuré, remerciant tout le monde pour leur soutien. De son côté, Alice était très déçue, car après de nombreux jours, elle n'avait pas trouvé Isuka, mais elle restait optimiste et ne voulait pas abandonner. Alice a même revu tous les endroits et deviné où il pourrait apparaître. Pendant ce temps, toute l'équipe 7 s'était rassemblée dans la chambre d'Isuka pour trouver la bonne solution. Et ce soir, Nin irait dormir dans la chambre de la chef d'équipe pour l'aider à rester plus calme. Ce qu'il devait faire maintenant, c'était comprendre comment passer devant les saints de l'Empire. Jin savait que l'incident avec Nozo en tant qu'espion avait poussé l'Empire à contrôler l'armée plus strictement. Si la chef d'équipe cachait sa marque toute sa vie, un jour, elle serait quand même découverte. Alors maintenant, Jin était complètement bloqué, ne sachant pas quoi faire. Mais Isuka avait regardé le billet pour l'exposition d'art et avait un plan pour lui-même. Le lendemain matin, Isuka avait emmené la chef d'équipe à la ville neutre pour la cacher temporairement là-bas. Mitsuri trouvait également cela raisonnable, car n'importe qui pouvait vivre dans la ville neutre. De plus, la paix de cet endroit la rendait très rassurée. Isuka se demandait si l'Empire était aussi paisible il y a 100 ans. D'après ce qu'il savait, à l'époque, 60% des pays dans le monde étaient des colonies de l'Empire. Jusqu'à ce qu'un jour, le pouvoir céleste apparaisse et donne naissance aux sorcières. Depuis lors, l'Empire a craint les sorcières et a ensuite mené une guerre pour les opprimer. Mais Isuka croyait qu'il pouvait encore mettre fin à cette guerre. À ce moment-là, la chef d'équipe n'aurait plus à cacher sa marque, mais vivrait comme une personne normale. Et il a promis que tout le groupe resterait toujours aux côtés de Mitsuri pour l'aider à surmonter cette tempête. Bien que la chef d'équipe fût très émue, elle ne voulait plus pleurer. Ce n'était pas souvent qu'elle pouvait venir à la ville neutre, alors elle profiterait de l'atmosphère paisible ici. En disant cela, la chef d'équipe a dit au revoir à Isuka pour sortir acheter des boissons. Pendant ce temps, Alice se promenait le long d'un chemin dans la ville neutre et elle se demandait aussi si Nébulise pouvait atteindre la paix comme cet endroit. Une époque où personne n'était appelé sorcière. Quand viendrait-elle? Isuka pensait aussi que si la guerre ne se terminait pas, sa chef d'équipe ne serait jamais libre. Mais bientôt, la mission de toute l'équipe serait de capturer la reine de Nébulise. En supposant qu'il capture la reine, elle ne serait certainement pas en sécurité avec les saints de l'Empire. Cela ne ferait qu'aggraver la guerre, ce qui rendait Isuka très partagée. À ce moment-là, Alice était venue sur la place pour chercher Isuka comme d'habitude. Voyant un jeune homme assis à l'ombre, Alice lui demanda la permission de s'asseoir ensemble. Contre toute attente, ce jeune homme était exactement la personne qu'Alice cherchait, alors elle interrogea immédiatement Isuka sur l'endroit où il s'était caché et pourquoi il n'était pas venu ici. Elle l'avait cherché pendant des jours et ne l'avait pas vu. Alice avait même beaucoup de choses qu'elle voulait dire à Isuka, mais elle était si heureuse qu'elle a complètement oublié. Cependant, Isuka arborait un visage très triste, alors elle ne savait pas ce qui lui arrivait. Au début, Alice ne voulait pas s'asseoir sur le même banc parce qu'ils étaient ennemis. Voyant cela, Isuka se leva et lui céda le banc. Finalement, Alice accepta aussi de s'asseoir avec Isuka car cela serait équitable. À ce moment-là, Alice a admis qu'elle était très heureuse de voir qu'Isuka était toujours en vie après l'incident précédent du Vortex, et elle se demandait ce qu'il faisait ici aujourd'hui. Isuka lui a dit que depuis ce jour, il avait rencontré de nombreuses choses qui le rendaient confus. Après avoir entendu cela, Alice était très curieuse et voulait qu'Isuka lui raconte les détails.
Au début, Iska ne voulait pas raconter parce que sur le champ de bataille, ils étaient encore ennemis, mais face aux yeux impatients d'Alice, il ne pouvait pas refuser. À ce moment-là, Ren était revenu, surprenant sa maîtresse et le bretteur en train de flirter, et elle était également étonnée qu'Iska ait pu survivre après l'incident précédent. Par coïncidence, Rin avait acheté beaucoup de boissons gazeuses, alors elle a donné une canette à Iska, disant de la considérer comme un cadeau d'Alice. Voyant Alice boire très agréablement, Iska a aussi ouvert sa canette et a pris quelques gorgées. Au début, il a senti quelque chose d'un peu étrange, donc il était un peu hésitant, mais ensuite Iska a quand même essayé une gorgée pour voir, et juste après, il a perdu toute sa force et s'est évanoui sur le banc. Rin a admis qu'elle avait mélangé un somnifère dans la canette, c'est pourquoi Iska était comme ça. Cela rendait Alice très mal à l'aise parce que Ran jouait des tours en pleine ville neutre. Mais Ran ne voulait pas justifier son comportement. Elle a même souhaité y avoir mis du poison, ce qui aurait été bien mieux. Avec ces mots, Rin emporta Iska hors de la ville neutre malgré les protestations d'Alice. À ce moment-là, Mitsuri était revenu sur les lieux et découvrit qu'Iska était capturé par l'ennemi. Alice n'hésita pas non plus à lui faire savoir qu'Iska était très dangereux pour Nebulise, donc elle devait le capturer. Après avoir entendu cela, Mitsuri était très en colère. Ne s'attendant pas à ce que ce soit le vrai visage des sorcières, elle avait donc accidentellement activé sa marque magique et s'était précipitée directement vers Alice. Voyant cela, Alice utilisa la magie de glace pour retenir l'adversaire, puis quitta la ville avec Rin. Bien qu'Alice se sente très coupable, elle ne pouvait pas révéler sa relation avec Iska aux autres. Et ce soir-là, Lisa avait rencontré l'empereur pour rapporter que le successeur de l'épée noire, Iska, avait été capturé par la sorcière de glace. Un moment plus tard, Rin avait mis Iska dans la voiture et conduit directement à Nebulise. Mais Alice savait que si Iska était découvert, il serait certainement condamné à perpétuité ou exécuté. Alors elle ordonna à Rin de l'emmener dans un endroit vraiment sûr. Bien sûr, lorsque l'ordre fut donné, Rin n'osa pas désobéir. Elle a immédiatement choisi un endroit temporaire le plus proche de Nebulise comme point d'arrêt pour tout le monde. De son côté, Lisa avait informé ses supérieurs de la capture d'Iska par l'ennemi. Elle avait enquêté sur des témoins sur les lieux qui ont rapporté qu'Iska était emmené à la zone 13 de Nebulise. C'était une prison que Nebulise utilisait pour emprisonner les criminels qui s'opposaient à la reine, et une personne très dangereuse appelée le démon Salinger y était également emprisonnée. Alors, Lisa prévoyait de trouver un moyen de libérer Salinger pour lui demander de donner un coup de main pour capturer la reine. Après avoir entendu le rapport de Lisa, les supérieurs ont approuvé son plan. Pendant ce temps, l'équipe 7 réfléchissait à des moyens de sauver Iska, mais était complètement désespérée. À ce moment-là, Lisa était venue rencontrer l'équipe 7 avec une boîte très spéciale. Elle a dit qu'elle avait planifié très soigneusement pour que tout le monde puisse sauver Iska. Comme dit précédemment, pour infiltrer Nebulise, il fallait avoir une marque magique. Alors elle avait apporté cela pour aider tout le monde à se déguiser en sorcière. Jin a reconnu que la boîte que Lisa tenait contenait de l'énergie céleste inventée par l'Empire, et Lisa avait juste besoin d'en tamponner une sur la main de Nin, et la marque magique apparaissait clairement. Mais Lisa a dit que cela n'existait qu'extérieurement et disparaîtrait après une semaine. Voyant cela, Rin a pris la boîte et a demandé au chef d'équipe de relever son épaule gauche. Il a fait semblant de tamponner une marque sur l'épaule de Mitsuri, mais elle avait déjà une marque magique. Heureusement, Lisa n'a pas fait attention, donc elle n'a pas remarqué. Et Nin Edredjin a tamponné une marque sur sa jambe, et maintenant tout le monde ressemblait à de vraies sorcières. Enfin, Lisa a assigné à l'équipe 7 la mission de s'introduire dans la prison pour sauver Iska. Lisa resterait à l'extérieur pour semer le trouble tout en accomplissant une autre mission, car le véritable objectif de la campagne était de capturer la reine. De ce côté, Rin s'était rapproché de la zone de la prison, mais Alice avait ordonné à la servante de quitter la prison et de s'arrêter à un hôtel. Et pendant qu'Iska était inconscient, Alice était curieuse de savoir à quoi ressemblaient les hommes. En effet, en touchant l'épaule ou le visage d'Iska, elle trouvait cela très rugueux, très différent de la douceur qu'Alice possédait. Alors Alice pensait qu'elle avait gagné cette fois. Mais Alice pensa soudain que c'était vraiment dangereux car, après tout, il était son ennemi numéro 1. À ce moment-là, Rin dut freiner brusquement pour éviter un chat, ce qui fit secouer la voiture, et Iska s'appuya accidentellement sur le carton de lait d'Alice, la rendant très embarrassée, le poussant d'un côté. Alors, Iska ouvrit lentement les yeux, ce qui paniqua beaucoup les deux filles. Rin ne s'attendait pas à ce qu'il ait une telle résistance aux drogues, et Alice a essayé de se défendre, disant que si Iska avait été capturé, c'était de sa propre faute. « Souviens-toi,
Juste parce qu'il a bu ce kin, il était maintenant inconscient. Après avoir entendu cela, Iska se tourna vers Alice et dit qu'il était très déçu d'elle. Il ne pouvait pas croire qu'une princesse de Nébulise utiliserait des ruses pour ramener des garçons chez elle. Alors Alice rejeta toutes les fautes sur Rin, disant qu'elle n'avait rien fait. De ce côté, l'équipe Sept avait réussi à franchir la frontière de Nébulise. En effet, en vérifiant les marques, la police n'avait aucun soupçon. Lisa a également observé à travers des jumelles que l'équipe 7 était entrée sans encombre dans la zone de la prison. À partir de maintenant, elle ne pouvait plus aider l'équipe 7, espérant qu'ils accompliraient bien leur part. Un moment plus tard, Rin avait emmené Iska dans un hôtel royal, et elle a également averti Iska qu'il se trouvait actuellement en territoire de Nébulise. Il n'avait aucun allié, alors ne résiste pas, sois obéissant et deviens le prisonnier d'Alice. Avec ces mots, Rin et Alice ont emmené Iska dans une pièce très spacieuse, et Rin avait l'intention d'emprisonner Iska dans une autre pièce pour assurer la sécurité, mais Alice s'y est opposée, car elle ne voulait pas être connue pour maltraiter les prisonniers. Après avoir entendu cela, Rin a fait savoir à sa maîtresse que tous les hommes étaient des bêtes. Juste au moment où Alice baisserait sa garde, il se précipiterait pour la heurter. Et après une période de persuasion, Alice a accepté de se déplacer dans la pièce adjacente, et Iska resterait dans cette pièce pour que Rin le surveille. Lisa a également contacté l'équipe 7 pour leur détailler le plan. Elle leur a dit que la prison de la zone 13 était à l'origine un endroit où de nombreuses personnes dangereuses de divers pays étaient concentrées, et Nébulise était devenue riche parce que les pays les avaient payés pour surveiller ces criminels notoires. Mais quand elle parlait, Lisa hésitait un peu, alors elle a dirigé l'équipe 7 vers un endroit pour les rencontrer en privé. Quand ils se sont rencontrés, Lisa les a salués, surprenant tout le groupe. D'une manière ou d'une autre, elle était arrivée ici avant l'équipe 7, et Lisa a pointé la prison non loin et a rappelé au groupe de partir rapidement. Pendant ce temps, Rin avait informé Iska que c'était un hôtel utilisé par la famille royale de Nébulise. Le but d'Alice était simplement d'emprisonner Iska jusqu'à ce qu'elle s'ennuie. Mais Rin savait qu'Iska était un saint dangereux, qui, à l'avenir, deviendrait un obstacle pour Alice. Alors maintenant, elle devrait s'occuper de lui ici même. Avec ces mots, Rin prit un éplucheur de fruits et fit une coupure pour prétendre qu'elle était une victime, et elle créerait une histoire selon laquelle Iska avait attaqué en premier pour avoir une raison de se défendre. Après avoir entendu cela, Iska était très contrarié parce qu'il n'avait rien fait. Mais Rin s'en moquait et se précipita pour attaquer continuellement, forçant Iska à esquiver. Et Rin conseilla à Iska de renoncer docilement à sa vie et de ne pas résister. Ce n'est qu'alors que le rêve d'Alice d'unifier le monde pourrait devenir une réalité. Dans la pièce suivante, Alice lisait attentivement le menu pour voir ce qu'Iska aimerait. Soudain, elle se souvint qu'Iska avait la même préférence qu'elle, les pâtes froides. Mais d'abord, elle devait aussi demander l'avis de Rin, de peur que cette fille ne se plaigne. Alors, elle alla dans la pièce suivante et vit Rin plaquer Iska sur le canapé. Tout en se débattant, Iska avait rappelé à Rin qu'Alice se tenait à la porte, mais cette fille ne le croyait pas. Alors Alice a dû venir et tapoter l'épaule de Rin demandant à quel jeu il jouait qui était si amusant. Pourrait-elle jouer avec eux? De ce côté, l'équipe 7 avait réussi à pénétrer dans la prison pour sauver Iska. Au début, ils pensaient qu'Iska était emprisonnée ici, mais après avoir cherché un moment, ils n'ont trouvé aucune trace. Et Lisa était partie dans une autre direction, donc Mitsuri ne savait pas quelles étaient ses intentions. Jen a expliqué qu'en plus de sauver Iska, les supérieurs avaient donné à Lisa une mission distincte. Pendant ce temps, Alice avait utilisé une chaîne pour relier sa main aux menottes d'Iska, et Alice avait accusé Rin d'avoir tenté d'assassiner Iska 2 fois, donc elle n'avait plus le droit de le surveiller. Rin devait donc accepter de partir, laissant sa maîtresse avec le bretteur dans cette pièce. À ce moment-là, Alice avait affirmé à Iska que dorénavant, elle le surveillerait personnellement. Mais Iska se demandait si, enchaîné ainsi, comment ferait-il pour se baigner ou aller aux toilettes? Dormirait-il dans le même lit ce soir? Après avoir entendu cela, Alice rougit et traita Iska de pervers. Mais en y repensant, en effet, depuis qu'elle était entrée à l'hôtel, elle ne s'était toujours pas baignée. Alice avait même besoin d'aller aux toilettes, mais elle n'osait pas le dire, sans parler du fait que Rin était également sorti pour acheter des choses, donc Alice devait se retenir jusqu'au retour de la servante. Un moment plus tard, Rin était revenue. Alors enfin, Alice pouvait utiliser la salle de bain confortablement. Et Rin n'a pas non plus oublié de rappeler à Iska de ne pas avoir de pensées sombres. Tant qu'elle était là, Iska ne pourrait pas faire un pas vers la salle de bain d'Alice. Cependant, Iska n'avait encore rien fait quand Alice est sortie de la salle de bain. Comme d'habitude, elle n'avait apporté qu'une serviette, laissant Rin et Iska sans voix. Et Iska avait vu la marque magique de la famille royale sur le dos d'Alice.
Alors, au fait, elle a demandé ce qu'Iska pensait quand il a vu ça. Serait-il comme l'Empire, la considérant comme une sorcière méritant la mort, ou pas? Mais peu importe ce que disait quiconque, elle était fière de sa marque magique. C'était juste qu'Alice ne savait pas ce qu'Iska penserait d'elle. Après avoir entendu cela, Iska a révélé que son chef d'équipe était également devenu une sorcière. Mais peu importe ce que Mitsuri devenait, il la respectait toujours. Il pensait que la raison pour laquelle l'Empire et Nebulise étaient en guerre depuis des centaines d'années n'était pas à cause de la marque magique, mais parce qu'ils étaient deux pays complètement opposés. Ainsi, Iska a affirmé qu'il se battait non pas pour éliminer les sorcières de Nebulise. Après avoir entendu cela, Alice se sentit également quelque peu soulagée. Mais Iska n'avait toujours pas répondu à la question de savoir ce qu'il pensait d'une sorcière comme elle, et Iska répondit audacieusement qu'il la respectait en tant qu'adversaire sur le champ de bataille, ce qui surprit tellement Alice qu'elle laissa accidentellement tomber sa serviette de bain. Mais elle n'y prêta pas attention et montra qu'elle était très heureuse car le nœud dans son cœur avait été résolu. Voyant cela, Iska lui rappela doucement si elle pouvait s'habiller parce que ses yeux lui faisaient mal. Alors Alice était très embarrassée, attrapa rapidement la serviette de bain et se précipita vers Iska. Elle insista pour qu'il se déshabille aussi pour être équitable. Pendant ce temps, Lisa avait réussi à pénétrer dans la partie la plus profonde de la prison. Là, elle avait enfin trouvé une personne extrêmement dangereuse, appelée le Diable Salinger. D'abord, Lisa s'est présentée comme quelqu'un envoyé par l'empereur pour le trouver. Elle savait que Salinger était à l'origine un résident de Nebulize qui avait été emprisonné il y a 30 ans. Mais il avait l'air trop jeune, alors elle pensa qu'elle avait peut-être trouvé la mauvaise personne. Après avoir entendu cela, Salinger reconnut que Lisa semblait avoir un discours dur, mais il savait que Lisa travaillait pour l'empereur, donc il ne voulait pas la toucher. Il se demandait pourquoi elle avait pénétré dans un endroit si bien gardé, mais Lisa ne prit pas la peine d'expliquer, disant seulement qu'elle était venue ici pour l'aider à s'échapper. Lisa a révélé que l'Empire se préparait à une invasion à grande échelle de Nebulise, donc ils avaient besoin de son aide. En même temps, elle lui a rappelé sa rancune contre la famille royale de Nebulise il y a 30 ans, que Salinger avait été capturé par l'actuelle reine lorsqu'il avait tenté d'assassiner la reine précédente. Après avoir entendu cela, Salinger se sentit également fatigué de vivre dans cette prison, alors il brisa la vitre de la cellule et affirma qu'il reviendrait pour devenir un vrai roi. À ce moment-là, Iska avait l'air très pensif en regardant la ville. Alors Alice pensait qu'il ne pouvait probablement pas dormir parce que, après tout, c'était un territoire ennemi. En réalité, Iska admirait simplement la paix de cette ville. Mais Alice savait que ce n'était qu'une apparence, car cet endroit n'avait jamais été paisible. Parce qu'actuellement, de nombreux criminels étaient détenus dans la prison. Parmi eux se trouvait un homme très dangereux que Nebulise appelait le Diable Salinger. Il était emprisonné au dernier étage de la prison où le niveau de sécurité était le plus élevé. Alice expliqua en outre qu'il se considérait comme extraordinaire et, par le passé, il avait attaqué la défunte reine. Mais Alice ne voulait pas en révéler trop parce que si Ren savait, elle se ferait gronder à nouveau. Cependant, Ren se tenait à ses côtés depuis le début, donc Alice n'avait pas besoin de cacher quoi que ce soit. La servante a rapporté que la ville venait de détecter de nombreux intrus franchissant la frontière. À l'exception de la zone centrale, toutes les régions avaient envoyé des avertissements. Il s'agissait probablement des forces militaires secrètes de l'Empire, donc maintenant toute la zone de la prison avait été placée en alerte maximale. De ce côté, l'équipe 7 a également entendu l'alarme de la prison retentir partout. Alors le chef d'équipe a pensé que Sir Lisa devait encore préparer quelque chose. Et maintenant, des gardes affluaient dans la zone de la prison, alors le groupe s'est rappelé d'être très prudent. Jin a vu que les gardes portaient des équipements de suppression de mages, alors il a pensé que quelqu'un devait s'échapper de la prison. À ce moment-là, une très forte secousse fit que tout le monde ne comprenait pas ce qui se passait. Et Lisa appela l'équipe 7 pour demander si l'équipe allait bien, car un grand mur dans la dernière cellule venait d'être brisé, provoquant la secousse comme précédemment. Mitsuri ne s'en souciait pas, demandant seulement à Lisa si elle avait trouvé Iska. Mais Lisa répondit qu'il semblait qu'Iska n'était pas emprisonné dans cette prison. Au lieu de cela, un démon fou semait le chaos. Alors Lisa a rappelé avec enthousiasme à l'équipe 7 de se retirer rapidement et en toute sécurité à la surface. Après avoir entendu cela, Mitsuri était sans voix, ne s'attendant pas à ce qu'en un moment si dangereux, Lisa soit encore si heureuse. Mais ce n'était pas le moment de se soucier de Lisa. Maintenant, ils devaient tous trouver un moyen de s'échapper d'ici. Cependant, les gardes avaient bloqué toutes les sorties, laissant le groupe piégé sans issue. De son côté, Alice ne savait pas non plus ce qui se passait à la prison.
À ce moment-là, Rin a également reçu un appel, alors elle a rapporté à Alice qu'il y avait eu une grande explosion créant un énorme trou dans le sol. En même temps, les gardes ont aussi entendu un rugissement fort provenant de la cellule de Salinger. Après avoir entendu cela, Alice a rapidement rappelé à Rin d'agir vite. Si Salinger s'échappait, il assassinerait certainement la reine pour s'emparer de son pouvoir. Rin avait arrêté Alice parce que le confronter était très dangereux, mais Alice a insisté pour ordonner à Rin de prendre la voiture pour partir immédiatement. À côté d'elle, Iska avait beaucoup de questions, mais n'osait pas les poser. Alice ne voulait pas non plus en révéler trop, car, après tout, il était son ennemi. Alors, Alice souhaitait que si seulement elle pouvait tout dire à Iska, elle se sentirait tellement soulagée. Et après avoir réfléchi un moment, Alice demanda hésitante à Iska si elle demandait une faveur, serait-il prêt à l'aider? Mais avant qu'Iska ne puisse répondre, elle retourna dans sa chambre pour se changer. Un moment plus tard, Alice revint avec un mouchoir. Auparavant, elle avait taché celui d'Iska, alors elle le lui rendrait avec un nouveau. S'il ne l'aimait pas, Iska pouvait simplement le laisser ici. Mais elle espérait qu'Iska aimerait et accepterait ce mouchoir. Sur ces mots, Alice lui dit au revoir et partit. L'équipe 7 avait réussi à courir partout, mais ne pouvait pas échapper aux gardes. Alors, Jin avait un plan. Il servirait d'appât pour permettre à Nin de porter le coup décisif pour les abattre. Mais Nin s'y opposa, pensant que Jin devrait attaquer à la place. Voyant le groupe dans une impasse, Mitsuri décida qu'elle serait l'appât, car cet endroit était à l'origine utilisé pour emprisonner les sorcières. Avec ces mots, la chef d'équipe s'est précipitée dehors et a crié fort qu'elle était enfin libre, attirant ainsi tous les gardes qui pensaient qu'elle était celle qui avait causé l'explosion. Mitsuri a averti qu'elle était très forte, ne jouez pas avec elle, mais les gardes, comptant sur leurs nombreux outils, l'ont poursuivie dans la prison, utilisant non seulement des armes à feu, mais ils ont aussi lancé des sorts sur la chef d'équipe qui ne pouvait que plier les jambes et courir. Mais, après une période de poursuite, finalement, Mitsuri trébucha et tomba, ce qui entraîna sa capture par les gardes. Heureusement, Jin était derrière elle et utilisa rapidement des balles paralysantes, faisant perdre connaissance à tous les gardes, et l'épreuve précédente avait presque coûté la vie à la chef d'équipe, donc elle était très effrayée, serrant Nin dans ses bras et pleurant. Mais maintenant tout était sûr, et tout le groupe pouvait s'échapper. Pendant ce temps, Iska était très anxieux, ne sachant pas ce qui se passait à la prison. En essayant de briser les menottes, il entendit soudain un téléphone sonner. Il s'avéra qu'Alice avait pris le téléphone d'Iska et l'avait laissé dans sa chambre privée et il était très heureux de voir que de l'autre côté se trouvaient ses coéquipiers. La chef d'équipe était très heureuse de savoir qu'Iska était toujours en sécurité, mais à l'inverse, Iska était très inquiet lorsque toute l'équipe se trouvait dans la zone de la prison alors qu'il était menotté et n'avait aucun moyen de les enlever. Jin a alors pris le téléphone et a dit à Iska qu'il expliquerait tout plus tard, demandant seulement si Iska avait un moyen d'enlever les menottes pour s'échapper. Après avoir entendu cela, Iska se souvint soudain des paroles d'Alice plus tôt. Il retourna immédiatement dans la pièce pour vérifier le mouchoir. En effet, lorsqu'il l'ouvrit, il vit qu'Alice avait déjà attaché la clé à l'intérieur. Alors Iska se reprocha d'avoir été idiot de ne pas avoir compris son intention. Et maintenant, Iska avait pris le mouchoir pour aller voir Alice tout en disant à Jin de ne pas s'inquiéter car il se rendrait à la zone de la prison tout de suite. De ce côté, Rin avait conduit Alice à s'approcher de la zone de la prison, mais toutes deux ont été soudainement attaquées, apparemment par des soldats de l'Empire. Alors, elles ont sauté de la voiture juste avant qu'elle n'explose. Ici, elle entendit des soldats dire que le diable Salinger s'était échappé. Alors maintenant, Alice était certaine que cette évasion de prison était causée par l'Empire. Elle se demandait juste comment ils avaient infiltré la ville, mais Alice s'était rapidement calmée pour résoudre tous les problèmes ici. D'abord, elle avait utilisé la magie de glace pour contrôler toutes les flammes entourant la prison. Les gardes, voyant cela, avaient l'air très stupéfaits, ne sachant pas qui était cette fille. Ce n'est que lorsque Ren a annoncé qu'il s'agissait de la deuxième princesse que tout le groupe s'est agenouillé par respect. Ici, Alice avait, au nom de la reine, donné des ordres à tous les soldats. Elle a également rappelé à Rin de chercher Salinger en premier, car ses soldats n'étaient pas de taille face à lui. Iska s'est également rapidement rendu à la zone de la prison pour rencontrer ses coéquipiers, et en voyant Iska, le chef d'équipe a finalement été soulagé de le voir apparaître. Jin a également résumé la situation dangereuse de la prison pour qu'Iska soit informé. Alors, il a immédiatement demandé à récupérer ses deux épées auprès du chef d'équipe, puis a demandé à tout le monde d'évacuer les civils. Emmenez-les d'abord à l'hôtel et il reviendrait après 15 minutes. Avec ces mots, Iska a dit au revoir au groupe et a couru directement à l'intérieur. À ce moment-là, Rin avait inspecté la zone de la prison et avait finalement trouvé Salinger, dont l'apparence était très arrogante, se proclamant toujours roi. Rin savait aussi que ce type était très fort, alors elle avait sorti ses fléchettes et pris une position défensive.
Elle l'accusa d'avoir tenté de s'emparer de la magie de la reine dans le passé. Mais Salinger dit que la magie royale n'était que sa collection. De plus, il était un roi, donc s'emparer de la magie était comme des impôts prélevés sur le peuple, et quand la collection de pouvoirs élémentaires serait complète, il deviendrait un être invincible. Mais Rin pensait qu'il n'était qu'un criminel, loin de surpasser la lignée royale. Sur ces mots, elle avait lancé des fléchettes sur Salinger, mais elles furent bloquées par sa magie du vent. Même si Rin s'était précipitée pour un combat rapproché, elle ne pouvait pas percer son mur de vent. Alors, cette fois, Ren avait utilisé la magie de la terre pour invoquer un golem géant afin d'écraser son visage arrogant. Cependant, Salinger avait facilement bloqué le coup de poing du golem, et d'un simple claquement de doigts, le golem s'était transformé en un tas de terre. Voyant cela, Rin a alors décidé d'utiliser la terre pour l'emprisonner comme un prisonnier, mais ce type a immédiatement contrôlé la terre et les rochers pour les renvoyer vers Rin, l'empêchant de les esquiver à temps. Ce type a fait savoir à Rin que la magie de la terre qu'il venait d'utiliser appartenait à un mage de sang pur, donc une personne ordinaire comme Rin n'avait aucune chance contre lui. Après avoir entendu cela, Rin était très en colère parce qu'elle savait qu'il avait volé cette magie à un membre de la famille royale. Pour quelqu'un comme lui, être réincarné 100 fois ne suffirait pas à expier ses crimes. Mais lorsque Rin s'est précipité sur Salinger, ce type a émis des ondes sonores, paralysant complètement son corps. À ce moment-là, Rin a dû ramper sur le sol, mais montrait toujours une attitude de haine, ce qui le rendait très mal à l'aise. Par conséquent, ce type avait l'intention de porter le coup final pour l'achever. Heureusement, Iska était apparu juste à temps pour couper sa magie invisible. Il savait que le gaz aux cheveux blancs en face de lui était l'ennemi d'Alice, donc, cette fois, il interviendrait pour aider Rin. Iska ne savait pas qui était la personne en face de lui, alors Rin a dû l'avertir que Salinger était le démon le plus maléfique qu'ait jamais affronté la défunte reine. Mais Iska s'en moquait et voulait seulement poser une condition à Rin. C'est-à-dire que si Iska le battait, Rin ne retiendrait pas ses amis de quitter la ville. Elle devait les laisser traverser la frontière en toute sécurité. Voyant Rin silencieuse, Iska prit cela pour un accord. Il dégaina immédiatement son épée blanche, prêt à affronter ce démon. Salinger ne comprenait pas pourquoi un épéiste impérial protégerait une personne de Nebuli, mais il s'en moquait désormais et utiliserait la magie pour écraser Iska. De son côté, Alice entendit également un bruit très fort derrière la prison. Alors, elle ordonna un sauvetage urgent et courut voir ce qui se passait. Pendant ce temps, la sœur cadette d'Alice, Sisbel, avait reçu l'information que l'équipe d'assassinat de l'Empire venait d'arriver sur le territoire de Nebulise. En même temps, le maléfique Salinger s'était également échappé de prison, et par coïncidence, Alice se trouvait aussi près de la zone de la prison. Actuellement, elle commandait aux soldats de trouver un moyen de capturer Salinger. À ce moment-là, Iska coupait toute la magie invisible que Salinger lançait. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un avec cette capacité, donc il ne pouvait s'empêcher de se demander. Iska lui expliqua que normalement la magie pouvait être invisible, mais pas maintenant. Après avoir entendu cela, Rin réalisa qu'Iska se fiait aux vibrations des flammes pour identifier les techniques de l'adversaire. Même Salinger devait être surpris qu'Iska ait amélioré ses sens à un niveau si sensible, alors il voulait voir jusqu'où allait son véritable pouvoir. Avec ces mots, il repoussa Rin pour qu'elle n'interfère pas puis utilisa des ondes sonores pour attaquer Iska, mais il réagit à temps. Salinger pensait que s'il continuait à se battre ainsi, il ne tiendrait pas. Iska n'avait pas besoin que Salinger le lui rappelle car il avait déjà pris ses deux épées et foncé droit sur lui. Mais son mur de vent restait une couche de défense solide, rendant impossible pour Iska de le traverser. Cette fois, il avait changé pour utiliser la magie de la terre pour contrôler les rochers autour et bloquer le chemin d'Iska. Mais il avait habilement utilisé les rochers comme des tremplins pour s'approcher de son adversaire, obligeant Salinger à reculer pour garder ses distances et ensuite lancer de la magie de feu. D'après son incantation, Rin a immédiatement rappelé à Iska de sauter haut. Grâce à cela, Iska avait esquivé à temps la colonne de magma jaillissant du sol. Rin a dit que ce démon maléfique avait encore beaucoup de tours dans son sac, alors elle essaierait de coopérer avec lui pour le vaincre. Salinger a également admis qu'en effet, pendant 30 ans, il n'avait utilisé aucun tour. Le véritable pouvoir des êtres célestes était bien plus grand que ce qu'ils pouvaient imaginer, et maintenant il allait leur en faire témoigner avant qu'ils ne meurent. Pendant ce temps, Alice ordonnait aux soldats de continuer à chercher Salinger car s'il s'échappait, ce serait un désastre. Mais avant qu'Alice ne puisse partir, Namel apparut soudainement derrière elle, la poussant à utiliser la magie de glace pour se défendre.
Namel pensait que personne ici n'avait assez de pouvoir pour arrêter Salinger, tout en rappelant à Alice de se concentrer sur les choses autour d'elle. La prison était en feu, et Salinger était réapparu pour semer le chaos à Nebulaise, mais Alice affirma qu'elle l'arrêterait. Avec ces mots, Alice utilisa immédiatement la magie de glace pour attaquer Namel, mais il s'était échappé à temps dans les flammes. Voyant cela, Alice demanda à son adversaire d'apparaître et de la combattre sérieusement, mais Namel dit qu'en sauvant Salinger, sa mission était déjà terminée. Après avoir dit cela, Namel disparut de la prison avec son armure d'invisibilité. Juste après cela, Alice sentit une secousse, juste à côté d'elle. Se tournant dans cette direction, Alice fut surprise de voir Salinger debout sur la tour face à Iska. Salinger possédait lui-même une essence réfléchissant l'eau qui pouvait diviser différentes magies élémentaires en deux moitiés, et en combinant deux éléments opposés, cela créerait une technique à un nouveau niveau. C'était un état qu'aucune technique ne pouvait atteindre. Avec ces mots, Salinger combina le feu avec la glace pour créer une énorme masse magique tombant sur Iska. Il se précipita immédiatement en avant, utilisant son épée pour traverser la couche d'eau, mais le feu continuait de tomber. Iska ne put pas esquiver à temps, ce qui l'amena à prendre ses flammes. Maintenant, Rin comprenait pourquoi il cherchait toujours le pouvoir céleste chez les autres. Plus il collectait de pouvoir céleste, plus il pouvait créer de techniques redoutables. Mais Salinger a dit que la technique de combinaison des éléments n'était qu'un jeu d'enfant. Son véritable objectif était de combiner les humains avec les esprits célestes. Depuis le début, jusqu'à maintenant, seules 2 personnes avaient réussi cela, y compris l'ancêtre de Nebulise, et il était confiant qu'il atteindrait bientôt le niveau de l'ancêtre. De plus, l'épéiste impérial était également mort, donc maintenant plus personne ne pouvait l'arrêter. Après avoir entendu cela, Rin pointa son épée vers Salinger, le maudissant comme un fou délirant. Le pouvoir d'Iska n'était pas aussi ordinaire qu'il le pensait. Il était la personne que la princesse Alice reconnaissait comme son adversaire. Sans oublier qu'Iska avait également vaincu l'ancêtre, qu'il aspirait à atteindre. Alors, pour vaincre Iska, il devait essayer beaucoup plus fort. Mais il pensait que Rin bluffait parce que jusqu'à présent, l'ancêtre avait toujours été invaincu. Parce que Rin parlait trop, maintenant, il allait la faire taire. Mais avant qu'il ne puisse agir, Iska s'était envolé des décombres, ce qui fit se demander à Salinger comment Iska était encore en vie après son coup précédent. Iska lui fit savoir que ces 2 épées formaient à l'origine une paire. L'épée noire coupait la magie, tandis que l'épée blanche copiait la magie pour l'utiliser. Après avoir entendu cela, Salinger comprit tout. Il s'avéra que lorsque les flammes touchèrent Iska, il avait déjà gelé son corps. Grâce à cela, Iska avait survécu à sa technique destructrice. Iska a dit qu'actuellement, il avait une très grande détermination. Parce qu'Alice avait placé toute sa confiance en Iska, il ne pouvait pas échouer. Mais Salinger pensait qu'il n'avait que la détermination d'un fou. Avec ces mots, il sauta au sommet de la tour et combina les 2 éléments du vent et de la foudre pour créer une tempête. Alors, Rin invoqua immédiatement un golem pour aider Iska à résister à cette technique. Voyant cela, Salinger a utilisé beaucoup de puissance pour renforcer l'influence du tonnerre. Mais juste au moment où la foudre allait frapper, elle a été complètement gelée. Alice était arrivée juste à temps pour remercier Rin d'avoir combattu si courageusement. Voyant Iska s'approcher, Salinger créa 2 épées célestes pour engager un combat rapproché avec lui. Mais Iska avait coupé les 2 épées, ne lui laissant plus rien avec quoi jouer. Ce type rit alors très fort, disant que le destin lui avait apporté un adversaire formidable. Mais peu importe qui c'était, personne n'avait assez de pouvoir pour le retenir. Avec ces mots, Salinger sauta de la tour et s'échappa dans l'obscurité. Iska ne voulait pas non plus le poursuivre, car il devait partir d'ici avant le lever du jour. Quand le soleil se leva, Rin avait terminé la tâche de confirmer les autres prisonniers. Tous étaient présents, pas un ne manquait. Alors, Alice put enfin pousser un soupir de soulagement. Mais Rin continuait à prétendre qu'elle allait bien. Alors Alice a dû lui dire que dorénavant, si elle était blessée, elle devait crier, ne pas le cacher. Rin a également rapporté que tous les soldats impériaux s'étaient retirés de la ville, donc Alice était très soulagée qu'Iska soit partie d'ici en sécurité. Auparavant, elle pensait qu'Iska s'enfuirait après avoir déverrouillé les menottes, mais il est resté pour se battre et tenir sa promesse, ce qui a rendu Alice très heureuse. En voyant Alice sourire ainsi, Rin savait que sa maîtresse pensait déjà à cette personne, mais ensuite, Alice a fait semblant de considérer Iska comme un adversaire, laissant Rin sans voix. De ce côté, le dernier avion de l'Empire avait atterri sur la piste. Une personne portant une armure optique en est sortie, mais ce n'était pas Naimal. Il s'est avéré que Lisa avait porté cette tenue pour bloquer Alice afin d'aider Salinger à s'échapper et elle a juré de ne plus jamais porter cette chose car elle était insupportablement chaude.
Au fait, Lisa a également demandé à Naimal si tout allait bien de son côté, et Naimal a raconté que pendant le chaos, il avait réussi à infiltrer 2 équipes de forces spéciales dans la capitale de Nébulise. Ainsi, désormais, l'Empire pourrait surveiller le palais pour connaître de nombreux plans de l'ennemi. Après avoir entendu cela, Lisa pensa que les dirigeants de l'Empire, les 8 grands saints, seraient très heureux, et maintenant elle irait faire un rapport à l'empereur sur la situation d'Iska, car récemment l'empereur s'était montré très intéressé par le successeur de l'épée noire. En effet, les 8 grands saints étaient très satisfaits de cette campagne. Le simple fait que Salinger s'échappe était déjà un grand succès. La mission à venir consistait toujours à trouver un moyen de capturer un mage de sang pur de la famille royale, donc les dirigeants ont décidé de tester une arme secrète en cours de recherche par l'Empire. Pendant ce temps, l'équipe d'Iska avait réussi à quitter la zone 13 et Iska était très surpris de savoir que ses coéquipiers pouvaient s'infiltrer dans Nébulise de cette manière. Alors Jean lui parla de la campagne spéciale de Lisa. Grâce à la marque magique de 7 jours, ils ont pu traverser la frontière. En y repensant, Iska avait l'impression d'avoir vécu de nombreux événements mémorables, depuis le moment où il avait été assommé par Ran jusqu'aux fois où elle avait voulu lui ôter la vie, et en se souvenant d'Alice, il pensait que c'était à cause d'elle qu'il était maintenant si fatigué. Soudain, Iska se souvint de la marque du chef d'équipe, alors il lui demanda si elle allait bien. Après avoir entendu cela, Mitsuri pleura bruyamment, disant de ne plus jamais mentionner cela, devenir soudainement une sorcière, qui irait bien. Alors en revenant, le chef d'équipe voulait qu'Iska propose un plan pour l'aider. Ce soir-là, Alice a félicité sa servante pour avoir combattu très courageusement lors de cet incident. Mary a admis qu'elle ne pouvait pas se battre seule et devait compter sur l'aide d'Iska. En mentionnant Iska, Alice se souvint immédiatement de ses paroles précédentes selon lesquelles Iska n'avait jamais appelé Alice une sorcière, mais la considérait comme une adversaire sur le champ de bataille. Et rien qu'en se remémorant cette phrase, le visage d'Alice s'illuminait, montrant une grande fierté. Rin a également dit qu'Iska lui avait sauvé la vie pendant la bataille, donc même si Iska était un ennemi, maintenant Rin ressentait beaucoup de respect pour lui. Après avoir entendu cela, Alice était très heureuse parce qu'enfin Iska avait été reconnue par sa servante. Mais Rin n'autorisait pas non plus sa maîtresse à toujours mentionner le nom d'Iska, surtout lorsqu'elle se tenait dans le palais de Nébulise. Pendant ce temps, Sisbel avait observé la conversation de ses sœurs grâce à sa magie de recréation, et en entendant Alice mentionner le nom d'Iska, elle se souvint soudain qu'Iska était la personne qui l'avait sauvée de la prison de l'Empire il y a 1 an, donc elle ne pouvait pas croire que les choses étaient si coïncidentes. Maintenant, Sisbel ne pouvait pas quitter le palais, alors elle ne pouvait qu'envoyer des prières aux étoiles, espérant pouvoir rencontrer Iska une fois de plus. Le lendemain matin, Lisa est allée dans la chambre de l'empereur pour faire un rapport sur la campagne. Douleur. On sait qu'il reste toujours dans une pièce très soigneusement sécurisée. Quiconque veut entrer doit lire le mot de passe exact pour être approuvé. Lisa, étant une sainte, pouvait rencontrer l'empereur directement sans passer par les 8 grands saints. Elle a rapporté qu'Iska, l'héritier de l'épée noire, était retourné à l'Empire. L'empereur était en fait un jeune garçon qui ne semblait pas du tout dangereux, mais il en savait beaucoup sur l'Empire ainsi que sur Nébulise. Et cette fois, l'empereur avait appris une information intéressante. Une princesse sorcière était tombée amoureuse d'un épéiste impérial. Pendant ce temps, Sisbel faisait un cauchemar qui semblait prédire l'avenir de Nébulise, que bientôt l'Empire attaquerait la capitale pour éliminer la reine. En se réveillant, Sisbel se sentit très effrayée et quitta la chambre pour rencontrer sa mère. Mais en voyant la reine parler à des subordonnés, elle n'osa pas la rencontrer dans un endroit bondé. Ensuite, la reine demanda à la servante de Sisbel de l'appeler au palais pour une rencontre privée. Cette fois, elle avait assigné à sa fille la mission de se rendre dans un pays appelé Ansimira. Elle avait des informations selon lesquelles Ansimira consolidait ses relations avec l'Empire. Donc, elle avait besoin du pouvoir spirituel de Sisbel pour enquêter si ce pays collaborait avec l'Empire ou non. Après avoir entendu cela, Sisbel accepta l'ordre de partir, sans personne pour la protéger. Et juste après cela, la reine a reçu la nouvelle que la première princesse Elsia était revenue au palais. De son côté, Iska avait entièrement rapporté à ses supérieurs qu'il avait été capturé par Nébulise. À son retour, Nin a demandé précipitamment s'il avait eu des difficultés avec ses supérieurs. Alors Iska a dit qu'ils avaient seulement demandé son état et ne l'avaient pas interrogé du tout. La préoccupation maintenant était de trouver comment aider la chef d'équipe à cacher sa marque magique, car bientôt les supérieurs vérifieraient chaque personne de l'équipe pour voir si les marques artificielles avaient disparu. À ce moment-là, une fille nommée Mika a traîné Lisa dans la pièce pour rencontrer l'équipe Sept. Mika s'est présentée comme venant de l'équipe médicale du quartier général de l'Empire.
Après avoir entendu cela, Mitsuri était très confuse, craignant qu'on lui fasse un examen corporel complet. Mais en réalité, Mika était venue ici pour gronder Lisa, parce qu'elle avait donné trop de missions à l'équipe 7 en peu de temps. Non seulement il devait combattre la sorcière de glace, mais il devait aussi mener la campagne spéciale. Alors, Mika a ordonné à l'équipe 7 de prendre un repos de 60 jours sans être autorisé à travailler. L'ordre était aussi simple, rien de plus. En entendant cela, la chef d'équipe était très heureuse, car toute l'équipe allait avoir de très longues vacances, ce qui signifiait que l'inspection de sa marque serait retardée. Jean pensait que si une autre équipe avait fait les missions de l'équipe 7, elle serait morte depuis longtemps, et pourtant on ne nous a donné que 60 jours de congé, ce qui est trop peu. Mais au moins, l'équipe aurait le temps de réfléchir à des moyens d'aider le chef d'équipe. Cela devait être fait très secrètement, sinon cela serait découvert, alors Nin a suggéré que toute l'équipe parte en vacances quelque part loin pour que personne ne se doute de rien. Dans la direction opposée, Alice était ensevelie sous la paperasse royale. Elle avait été trop souvent sur le champ de bataille dernièrement, si bien que le travail s'était accumulé, rendant les mains d'Alice fatiguées, pas différent de la torture. Heureusement, Rin avait permis à Alice de reposer un peu ses mains pour boire du thé. Dans ces moments-là, Alice se souvenait de ses souvenirs avec Iska d'avant et souriait toute seule comme une folle. Alors, Rin devait rappeler à sa maîtresse de se concentrer sur le fait de boire parce que le thé qu'elle avait préparé était très bon. À ce moment, Alice entendit le son des trompettes accueillant une grande figure revenant au palais. Rin devina immédiatement qu'il semblait s'agir de la princesse Elsia qui était revenue après une campagne pour rallier des voix afin de succéder à la reine. Alors Alice sortirait du palais pour saluer sa sœur. Juste au moment où elle quittait la pièce, Alice rencontra Sisbel avec un visage inquiet, mais Sisbel ne voulait pas rencontrer Alice et demanda la permission de retourner dans sa chambre. Alice compatissait également à sa jeune sœur parce que Sisbel était trop jeune mais devait supporter la pression de l'opinion publique concernant le prochain successeur de la reine. Même Alice se sentait mal à l'aise lorsque d'autres personnes parlaient d'elle, alors elle voulait juste sortir pour s'amuser. Cependant, Rin avait informé que Sisbel venait de recevoir l'ordre de se rendre dans un pays de l'Est sur ordre de la reine. Alors maintenant, elle devait rester au palais pour s'occuper des affaires d'État et ne pouvait aller nulle part. Cet après-midi-là, Sisbel regarda le palais avant de partir en mission, et le serviteur lui demanda si cela lui convenait qu'il soit son seul garde. Après avoir entendu cela, Sisbel utilisa immédiatement sa magie pour recréer les conversations des autres. Ils avaient tous des plans très insidieux pour choisir le successeur de la reine. Alors maintenant, Sisbel ne voulait plus faire confiance à quiconque dans le palais. Par conséquent, elle ne faisait confiance qu'à des serviteurs comme lui. Elle savait que son cauchemar était un signe que quelqu'un visait la reine pour s'emparer de ce pays. Alors elle a promis de tout faire pour protéger sa mère avant la tempête, espérant qu'elle prendrait soin d'elle-même pendant son absence. Ce soir-là, Lord recevait un invité très spécial. C'était la première princesse Elsia de la famille royale Neburlice. On sait qu'Elsia venait souvent secrètement ici pour rencontrer des membres de la famille Donna. Et Lord accueillait toujours Elsia lorsqu'il voyait que parmi les 3 princesses, c'était elle qui se souciait le plus de lui. Cette fois, Elsia est venue annoncer qu'un très grand changement était sur le point de se produire dans ce pays, car elle avait des informations selon lesquelles une figure royale complotait secrètement avec l'Empire. Cela l'a rendue très effrayée, et elle ne savait pas quoi faire maintenant. Après avoir entendu cela, Lord était très curieux, et voulait qu'Elsia dise qui était cette personne. Le lendemain matin, l'équipe 7 était arrivée dans un pays de l'Est situé près d'un désert. Par coïncidence, c'était aussi Ensomera que Sisbel allait enquêter. Jean avait également entendu des rumeurs selon lesquelles ce pays coopérait avec l'Empire, et grâce au secteur du tourisme de villégiature, Ensomera était devenu très riche. Le temps de jour ici était toujours brûlant, pas différent des griffes de feu, donc Nin était content, pensant que c'était vraiment l'atmosphère d'une station balnéaire tropicale. Jean et Iska n'oubliaient toujours pas que la mission principale était de trouver un moyen de cacher la marque magique du chef d'équipe, mais maintenant elle était très détendue, choisissant des endroits pour s'amuser et oubliant complètement la mission. Alors, les deux la laissèrent aussi profiter joyeusement de vacances mémorables. Juste après, les 2 filles se changèrent en maillot de bain pour aller à la plage et s'amuser. Iska les a immédiatement complimentées, disant que tout le monde était très mignon, ce qui les a rendues très heureuses, et ainsi elles ont attrapé des bouées et ont couru directement vers la mer. Après une journée de plaisir, Jean a dû ramener la chef d'équipe à l'hôtel, parce qu'elle avait bu trop de bière, et Nin et Iska iraient au supermarché pour préparer le dîner. Mais à peine étaient-ils partis que Nin a aussi demandé à aller aux toilettes parce qu'elle avait aussi un peu trop bu. Pendant qu'Iska attendait, une fille l'a heurté par derrière.
Au lieu d'une inconnue, il s'est avéré que c'était une connaissance d'il y a un an. Iska se souvint immédiatement que c'était la fille pour laquelle il avait sacrifié son titre de saint pour la sauver. Sisbel était donc très heureuse que ce bretteur se souvienne encore d'elle. À ce moment-là, Nin était revenu, alors Iska a rapporté qu'une fille demandait son chemin, mais quand il s'est retourné, Sisbel s'était enfuie. Rencontrer Iska dans ce pays a beaucoup surpris Sisbel. Elle ne pouvait pas croire qu'il y ait une si grande coïncidence. Mais comme Sisbel est partie soudainement, son serviteur a dû courir partout pour la chercher. Sisbel était également heureuse de lui dire qu'elle avait enfin trouvé le chevalier de ses rêves, et ce soir, elle prévoyait d'aller dans la chambre d'Iska pour le rencontrer en privé. Dans le palais, Alice était épuisée après avoir terminé la paperasse, mais demain matin, elle devait encore se lever tôt pour rencontrer des représentants de divers pays, ce qui la rendait très frustrée. À ce moment-là, la reine est venue dans la chambre d'Alice et lui a demandé de l'accompagner dans une pièce. En attendant minuit, Sisbel était allée là où elle avait rencontré Iska dans l'après-midi. Bien que la nuit fût très froide, elle n'abandonna pas l'intention de rencontrer Iska, et grâce à sa capacité à recréer le passé, Sisbel pouvait savoir dans quelle direction il était allé cet après-midi. Pendant ce temps, la reine avait donné à Alice la clé de la chambre de Sisbel. Il s'avérait qu'elle voulait entrer dans la chambre de sa fille pour confirmer quelque chose, car dernièrement, elle avait remarqué que les serviteurs royaux ne semblaient pas faire beaucoup confiance à Sisbel et que l'enfant était toujours seul dans sa chambre, sortant rarement. En tant que parent, elle voulait connaître les pensées de sa fille. Après avoir entendu cela, Alice a également accepté d'accompagner sa mère dans la chambre de sa sœur pour voir. De ce côté, Sisbel et son serviteur avaient suivi Iska jusqu'à un hôtel d'apparence très ordinaire, donc elle a supposé qu'Iska était venu ici juste pour se reposer, pas pour une raison militaire. Alors, Sisbel a pensé que c'était le moment le plus approprié pour lui parler. Après cela, elle avait pris la carte-clé pour ouvrir la porte de la chambre d'Iska et la chambre n'avait pas les lumières allumées parce qu'il s'était déjà endormi avant. Mais avant que Sisbel ne puisse dire quoi que ce soit, Iska s'était précipité, l'avait renversé et l'avait immobilisé sur le champ. Il pensait qu'il s'agissait d'un assassin envoyé par Nebulaise pour l'assassiner. Cependant, lorsque le clair de lune a brillé, il a reconnu que c'était Sisbel. Cette fois, elle avait dû venir jusqu'ici parce qu'elle avait quelque chose d'important à demander, si Iska pouvait l'accompagner de retour à Nebulaise ou non. Pendant ce temps, la reine avait ouvert la porte de la chambre de Sisbel pour que tout le monde puisse vérifier, et Alice remarqua soudainement un journal que sa sœur avait placé sur le sol. Lorsqu'elle le ramassa, Alice fut surprise de découvrir qu'il s'agissait d'un journal sur Iska emprisonné par l'Empire il y a un an. Alors elle se demanda comment Sisbel connaissait ce bretteur. Sisbel a admis qu'elle était très heureuse de revoir Iska après un an, et elle s'est également excusée auprès d'Iska pour s'être introduite dans sa chambre de cette manière. Mais elle trouvait un peu déraisonnable qu'Iska continue de la maintenir ainsi, alors Iska s'est précipitée pour se lever, afin que Sisbel soit plus à l'aise. Pendant ce temps, Rin devina qu'il semblait que Sisbel avait enquêté sur Iska auparavant. Alors Alice craignait que sa sœur n'utilise son pouvoir pour la surveiller. Mais Rin connaissait la capacité de Sisbel, seulement capable de voir tout dans un rayon de 300 mètres, donc la rencontre d'Alice avec Iska dans la ville neutre n'avait certainement pas été exposée. Il n'y avait qu'une seule possibilité. Sisbel soupçonnait qu'Alice avait un lien avec ce bretteur impérial. De son côté, Sisbel avait demandé la permission d'appeler Iska par son prénom. En repensant au passé, elle n'avait pas non plus remercié Iska lorsqu'il l'avait sauvée de cette prison. Et maintenant, elle demandait à Iska de la laisser exprimer sa gratitude. Avec ces mots, Sisbel enleva son bracelet pour le lui donner, mais Iska refusa précipitamment car sauver Sisbel était quelque chose qu'il devait faire. Sisbel a raconté qu'après être retournée à Nebulise, elle avait lu de nombreux articles à son sujet. Après avoir sauvé une sorcière, Iska avait été accusé par l'empereur. Non seulement il avait été emprisonné, mais il avait aussi perdu toute sa position et son honneur. Alors, Sisbel s'était promis qu'elle devait lui rendre l'appareil pour lui avoir sauvé la vie. Et maintenant, Sisbel assurerait la sécurité d'Iska, espérant qu'il l'accompagnerait à Nebulise. Après avoir entendu cela, Iska a senti que cette invitation était exactement comme celle d'Alice auparavant. Lorsqu'il a demandé la position de Sisbel, elle a menti, en disant qu'elle n'était qu'une servante au palais. Elle-même ne pouvait plus faire confiance à personne dans la famille royale, alors elle essayait de demander l'aide d'Iska. Avec ces mots, Sisbel dit au revoir à Iska, promettant de venir le retrouver une autre fois, et bien qu'elle n'ait pas pu recevoir de réponse aujourd'hui, rencontrer Iska l'avait rendue très heureuse. Dès que Sisbel est parti, Iska était très confus, ne sachant pas quoi faire pour l'aider maintenant. De son côté, Rin s'était agenouillé pour demander quelque chose à la reine. Après avoir cherché, Ring et Alice n'avaient rien trouvé de suspect. Alors maintenant, Rin espérait que la reine approuverait qu'Alice aille rencontrer Sisbel.
Alice était la sœur aînée, donc si les deux sœurs parlaient, elle connaîtrait certainement le cœur de la sœur cadette. Après avoir entendu cela, la reine trouva cela raisonnable et accepta de laisser Alice partir, ce qui la rendit très heureuse. Et maintenant, Alice voulait savoir ce que Sisbel essayait de faire. Pendant ce temps, Sisbel était aussi un peu triste de ne pas avoir pu persuader Iska et elle jura de ne pas abandonner, mais de le rencontrer encore plusieurs fois. Mais actuellement, l'Empire venait de recevoir des renseignements secrets très importants, selon lesquels la fille de la reine Nébulise se rendait dans un pays indépendant. L'enfant n'avait amené qu'un seul serviteur et n'avait pas d'escorte avec elle, donc les 8 grands saints pensaient que c'était une occasion parfaite pour capturer une sorcière de sang pur, et cette fois, ils enverraient une arme suprême spécialisée dans la chasse aux sorcières pour accomplir la mission. Le lendemain matin, l'équipe Sept a continué à profiter des vacances en organisant une fête barbecue en plein air, et ils se répartissaient joyeusement les tâches comme griller la viande et laver les légumes. Seul Iska n'était pas du tout content, ce qui faisait se demander à tout le monde ce qui n'allait pas chez lui. Aujourd'hui, Elzia est venue à nouveau chez Lord pour lui fournir des informations très précieuses, à savoir que les personnes qui essayèrent de contacter l'Empire étaient sa sœur. Après avoir entendu cela, Lord rit très fort lorsqu'il comprit le secret de la famille d'Alice. Il demanda immédiatement à Elsia pourquoi elle avait volontairement révélé cette information. Elle pensait que l'avenir de Nébulise était bien plus important que l'élection à venir. Si sa sœur trahissait le pays, elle avait le devoir de l'empêcher. Mais 2 personnes de la même famille ne pouvaient pas agir, alors elle est venue ici pour demander son aide. Après avoir entendu cela, Lord a senti qu'Elsia avait fait de gros efforts pour porter le destin du pays, alors il irait personnellement découvrir la vérité pour elle. Il espérait qu'Elsia lui ferait confiance pour le reste des affaires. Pendant ce temps, Alice était dans un bus touristique traversant le désert pour atteindre le royaume d'Ansmera et le guide touristique a dit que dans ce désert, il existait un très grand monstre. Si on le rencontrait, il fallait être rassuré car des chasseurs apparaîtraient à temps. Dès qu'elle a fini de parler, le bus a soudainement freiné brusquement, déconcertant les passagers. Il s'est avéré que le conducteur avait vu une très grande empreinte devant, soupçonnant qu'un monstre était apparu. Après avoir entendu cela, Alice est immédiatement descendue du bus pour vérifier. Elle a vu que cette empreinte était très grande, mais pas d'un monstre. Elle sentait l'huile, donc cela pourrait très bien être une sorte d'arme. Cet après-midi, Iska a décidé de changer d'hôtel, obligeant les filles à marcher jusqu'à ce qu'elles aient mal aux jambes. Et il a seulement expliqué que l'équipe devait économiser le budget pour les vacances. Alors, ils ont déménagé dans un endroit moins cher. Mais en réalité, Iska avait peur que l'incident de Sisbel n'implique tout le monde dans le groupe. À ce moment-là, Nin découvrit que le cachet du chef d'équipe se décollait. En voyant cela, le chef d'équipe paniqua, espérant que tout le monde ferait quelque chose avec ce cachet. Mais Jin dit que tous les 3 avaient beaucoup réfléchi, mais n'avaient pas trouvé de solution. Alors, au lieu de s'inquiéter, le chef d'équipe devrait simplement profiter librement des 60 jours restants. Si trop inquiet, Jin pensait qu'il devrait aller au marché central. Comme c'était un pays indépendant, ils vendaient de nombreux produits d'autres pays et ils avaient juste besoin de trouver un bandage similaire à celui de Sanaroth, puis d'apprendre le processus de production, et ce serait réglé. En entendant cela, la chef d'équipe était très heureuse et a invité tout le groupe au marché demain. Après une promenade, tout le monde est arrivé à l'hôtel qu'Iska avait réservé et Iska a dit au groupe d'aller d'abord dans la chambre, tandis qu'elle sortirait pour échanger de l'argent pour la sortie de demain. Mais Jin a remarqué que le comportement de son ami semblait très étrange. Il n'arrêtait pas de regarder autour de lui comme s'il était suivi par quelqu'un. Voyant que Sisbel ne suivait pas, Iska fut temporairement rassurée. Mais dès qu'il se retourna, elle apparut, l'étonnant. Cette fois, Iska avait accepté de parler, mais il devait aller ailleurs. Iska a dit qu'aujourd'hui, il avait déplacé toute l'équipe dans un nouvel hôtel, mais que Sisbel était venu ici en premier, ce qui l'avait un peu confus. Alors Sisbel a montré à Iska son pouvoir spirituel, que cet esprit avait la capacité de recréer le passé comme une vidéo. Ainsi, elle pouvait voir qu'à midi, Iska avait contacté le nouvel hôtel pour réserver une chambre. Après avoir entendu cela, Iska était très impressionné car c'était la première fois qu'il voyait un esprit capable d'interférer avec le temps et l'espace. Mais était-il acceptable pour Sisbel de révéler son pouvoir à un ennemi comme lui? Sisbel a admis que c'était un acte montrant sa sincérité, et maintenant elle a également révélé la vérité qu'elle était la 3e princesse de Nébulise, ainsi qu'une des candidates pour succéder au trône. En entendant cela, Iska savait que cette fille était la sœur d'Alice. Alors Iska voulait savoir pourquoi une personne royale demanderait son aide. Sisbel a dit que dans la famille royale, quelqu'un complotait pour éliminer la reine. Et si la reine mourait, il était très probable qu'il lancerait une guerre totale avec l'Empire. Son but était de faire s'effondrer les 2 pays.
Grâce à son pouvoir spirituel, Sisbel connaissait ce secret. Mais Sisbel ne savait pas qui était le cerveau, donc actuellement, elle ne faisait confiance à personne autour d'elle. Seule Iska était la personne en qui elle plaçait sa confiance. Ainsi, Sisbel voulait qu'Iska vienne à Nébulise pour la protéger discrètement. En même temps, l'aider à vaincre le cerveau qui voulait assassiner la reine, et enfin, changer le sombre avenir qui allait engloutir les deux pays. À ce moment-là, Alice était également arrivée dans la ville de l'Est, mais avant qu'elle ne puisse trouver un hôtel, elle avait déjà rencontré le serviteur de Sisbel, et il était très paniqué, cherchant Sisbel dans de nombreux endroits sans la trouver. Alors, il avait demandé l'aide d'Alice. De son côté, Iska était également d'accord pour dire qu'il ne voulait pas que les deux pays s'engagent dans une guerre totale. Cependant, il ne pouvait pas accepter d'aller avec Sisbel à Nébulise, car son but était seulement de résoudre le conflit de 100 ans entre les deux pays par des négociations de paix. Cela rendait Sisbel très déraisonnable car les habitants de Nébulise ne pardonneraient jamais à l'Empire. Iska a dit qu'il le savait, mais qu'il se battrait quand même jusqu'au bout parce que depuis sa rencontre avec Alice, il avait la ferme conviction qu'il apporterait la paix aux deux pays. Et il a également dit à Sisbel que dans la famille royale, il y avait encore quelqu'un sur qui elle pouvait compter. À ce moment-là, Lord était apparu, surprenant Sisbel et Iska en train de parler. Iska se souvint immédiatement que c'était lui qui avait envoyé son chef d'équipe voler dans le vortex. Lord reconnut également Iska comme celui qu'il avait affronté auparavant, et Sisbel expliqua précipitamment qu'elle ne coopérait pas avec l'Empire, mais qu'elle voulait juste trouver le traître pour sauver son pays. Mais Lord pensait qu'elle était la traîtresse parce qu'il avait enregistré la conversation entre les deux, et maintenant il allait demander à ses subordonnés de l'arrêter, de la ramener à Nébulise pour faire face à la punition. Voyant cela, Sisbel s'est enfui dans la direction opposée, alors Lord a ordonné à ses subordonnés de la poursuivre. Cependant, Iska se tenait là, bloquant le passage, donc aucun d'eux n'osa avancer. Il se demandait pourquoi lui et Sisbel, tous deux de la famille royale, se traitaient ainsi. Lord pensait que maintenant Sisbel était une traîtresse, donc cette fille ne serait pas pardonnée. Il demanda également à Iska de s'écarter et de ne pas empêcher ses subordonnés de faire leur devoir. À ce moment-là, un monstre mécanique apparut juste à côté de Sisbel, la terrifiant, car elle n'avait jamais vu une telle chose auparavant. Quant à Iska, il reconnut cela comme une arme secrète appelée Object, testée par l'Empire. Il se demanda comment cette chose était apparue ici à un moment si parfait. Pendant ce temps, Lord était très inquiet lorsqu'il vit pour la première fois cette arme redoutable de l'Empire. Mais il avait déjà tenu sa promesse à Elsha, alors il ordonna quand même à ses subordonnés de capturer Sisbel. Iska avait l'intention de la poursuivre, mais Lord se précipita pour un combat rapproché combiné à de la magie pour l'arrêter. Lord pensait que Sisbel finirait par être capturé et qu'Iska seul ne pouvait rien faire. Mais à ce moment-là, ses trois amis arrivèrent, rappelant à Lord qu'il dérangeait le pays voisin. Il s'est avéré que Jin avait soupçonné Iska après l'avoir vu agir très étrangement. Lorsqu'il est arrivé, il a surpris son ami en train de se battre avec des voyous et le chef d'équipe a immédiatement reconnu l'homme masqué comme celui qui l'avait poussé dans le vortex. Mais Lord a dit que maintenant il n'avait pas le temps de jouer avec elle parce qu'il avait quelque chose de plus important à faire. Ni regarda au loin et fut surpris de découvrir que l'objet avait été déployé ici par l'Empire. Il avait effectué un large balayage et détecté 6 personnes possédant de la magie, y compris le chef d'équipe. Mais la priorité de l'objet était les mages de sang pur de la famille royale. Donc il visa Sisbel. Voyant cela, Lord ordonna immédiatement à ses subordonnés de capturer Sisbel avant qu'elle ne soit attrapée par cette machine. Object est ensuite passé en mode dégagement d'obstacles, alors Sisbel en a profité pour s'échapper. Mais d'un simple geste de la main, il avait assommé 2 sorcières et avait sauté vers elles. Puis, il a accumulé de l'énergie, se préparant à attaquer, terrifiant Sisbel. Lord avait l'intention de courir pour intervenir, mais Jin avait tiré un coup de feu pour l'arrêter, lui faisant penser que Jin voulait aussi protéger Sisbel, une mage nébulisante. Mais Jin ne se souciait pas des affaires de son pays. Il savait seulement que Lord avait poussé son chef d'équipe dans le vortex, alors maintenant il devait payer. Après avoir entendu cela, Lord ordonna immédiatement à ses subordonnés d'utiliser la magie pour attaquer Jin, le forçant à prendre le chef d'équipe et à s'enfuir. Elle cria que cet endroit n'était pas un champ de bataille, donc Lord ne devrait pas affecter ce pays, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car celui qui perdrait la bataille serait blâmé. Et juste après cela, quelqu'un avait lancé un sort de brouillard, les isolant tous les deux. À ce moment-là, Iska s'était précipité vers l'objet et avait coupé son attaque pour protéger Sisbel. Nin a également couru, rappelant à Iska de détruire cette machine avant qu'elle n'envoie des données à l'Empire. En même temps, il devait essayer de lui gagner du temps. Iska comprenait clairement la mission et courait autour de l'objet pour chercher des vulnérabilités.
Mais son armure était trop dure, rendant son épée incapable de la traverser, donc pour l'instant, il ne pouvait que protéger Sisbel de ses attaques. Sisbel se demandait pourquoi il continuait à l'aider, mais ne devenait pas un allié. Iska répondit que pour le moment, il ne pouvait pas lui dire, mais au moins, il ne la livrerait pas à cet homme masqué. Avec ces mots, Iska se précipita vers Object pour combattre en tête-à-tête, touchant profondément Sisbel. Elle pensa que si Iska continuait à être si gentil, elle pourrait finir par l'apprécier. De ce côté, Nin s'était entièrement préparé et avait lancé des missiles sur Object, le plongeant dans une mer de feu. Pendant ce temps, dans la direction opposée, Jin et Mitsuri prévoyaient de trouver un moyen de rejoindre l'équipe d'Iska. Mais Lord les avait poursuivis et brandit un couteau pour engager un combat rapproché avec Jin. Il était à l'origine un mage de sang pur avec la capacité de téléporter des objets, alors il avait transféré de sa main gauche à sa main droite et poignardé Jin, l'empêchant d'utiliser son fusil. Mais Jin avait rapidement dégainé un autre pistolet et visé directement son cœur. Cependant, son tir n'a touché que l'appareil d'enregistrement dans sa poche. Heureusement, il n'avait plus de preuves pour incriminer Sisbel. Mais il a quand même décidé d'éliminer Jin en téléportant plusieurs réservoirs d'essence près de lui. Il a dit qu'il y a 100 ans, l'ancêtre avait fait sombrer tout l'Empire dans une mer de feu, et maintenant il recréerait cette scène pour que Jin en soit témoin. Mais à ce moment-là, son subordonné ne pouvait pas utiliser la magie du feu. Il s'est avéré que le chef d'équipe avait utilisé la marque Vortex pour créer un vent qui annulait la magie environnante. En voyant cela, Lord avait l'intention de trouver un moyen de la capturer pour la recherche. Mais Jin avait tiré un coup, touchant son masque, lui disant de ne pas insulter son patron. Lorsqu'il a perdu son masque, il a couvert ses yeux et a décidé d'arrêter tout ici, puis est parti avec le vœu qu'un jour, il rembourserait la dette d'aujourd'hui. L'objet était toujours indemne après avoir absorbé plusieurs missiles de Nin. Il est même passé à une autre source d'énergie et a accumulé de la puissance. Se préparant à tirer, Nin a senti que cette énergie ne provenait ni de l'électricité ni du carburant, mais était une énergie magique. Alors elle a averti Iska d'être très prudent. Après avoir entendu cela, Iska savait que quelque chose devait être caché à l'intérieur d'Object. Mais maintenant, il n'avait pas le temps de réfléchir et devait emmener Sisbel pour esquiver cette attaque. En effet, le tir avait une très grande zone d'effet, balayant tout devant lui. Jin et le chef d'équipe ont assisté à cette scène mais ne savaient pas ce qui se passait là où se trouvait Iska, et Object continuait à accumuler de l'énergie pour le prochain tir. En voyant cela, Nin a lancé ses 3 derniers missiles, réussissant à l'arrêter. Iska a également conseillé à Nin de partir d'abord pour évacuer les civils, tandis qu'il resterait pour continuer à se battre avec Object pour découvrir ce que c'était vraiment. Avec ces mots, Iska prit son épée et chargea directement la machine, tranchant ses attaques magiques. Sisbel ne possédait pas de magie puissante, alors elle ne pouvait que prier pour Iska. Voyant Object se préparer à lancer un tir d'énergie, elle utilisa immédiatement son pouvoir. Elle recréa une tempête de sable du désert, rendant Object complètement aveugle. Profitant de cette opportunité, Iska sauta directement sur la machine et poignarda son noyau énergétique, la faisant cesser de fonctionner. En pensant que tout était fini, Object a soudainement transformé son corps. Il a immédiatement attrapé Sisbel et l'a utilisé comme énergie pour sa nouvelle forme. En voyant une arme si puissante, Iska ne pouvait pas comprendre quel genre de monstre c'était. Dehors, des gens s'étaient rassemblés pour discuter après avoir vu le combat, donc le groupe de Jin a dû les évacuer d'abord pour aider Iska à se concentrer sur le combat. Mais face à une machine si sophistiquée, Iska ne pouvait même pas la toucher. Il ne pouvait même plus attaquer et est tombé complètement en position défensive. Heureusement, alors qu'Iska était impuissant, Alice était apparue juste à temps. Elle a immédiatement lancé des centaines de fragments de glace, obligeant Object à battre en retraite pour esquiver. Puis, Alice et Iska se sont demandé ce que l'autre faisait là. Mais maintenant, ils n'avaient pas le temps de parler et devaient d'abord sauver Sisbel de ce monstre. Avec ces mots, Alice créa immédiatement des lianes sortant du sol pour saisir fermement l'Object. En même temps, elle créa aussi des blocs de glace pour aider Iska à s'approcher facilement de la cible. Mais l'Object s'était libéré du contrôle d'Alice, repoussant Iska. Après observation, Alice réalisa que la nature de l'Object était un esprit céleste. Alors Iska se demanda à quelle fin l'Empire utilisait cette arme. À ce moment-là, Object accumulait à nouveau de l'énergie, alors Iska a rapidement rappelé à Alice d'utiliser sa technique précédente. Après avoir entendu cela, Alice a immédiatement créé une fleur de défense absolue pour bloquer son attaque. Soudain, Object émit un langage étrange, puis libéra de l'énergie tout autour, ce qui mit Iska en colère de le voir tout détruire ainsi. Bien qu'Alice veuille se battre avec Iska, ce n'était pas le moment, et l'avenir qu'elle visait n'était pas un endroit dévasté comme ça. Alors, juste pour aujourd'hui, ils uniraient leurs forces pour détruire cette arme.
Après avoir entendu cela, Iska accepta immédiatement et dégaina son épée blanche. Puis les deux se précipitèrent vers l'objet pour trouver une opportunité de terminer la cible. Ils se coordonnèrent très bien pour neutraliser toutes les attaques de l'objet. Au même moment, Alice a également créé un mur de glace pour aveugler Object, préparant le coup décisif. Juste après, ils ont tous les deux combiné leurs forces pour créer une attaque extrêmement puissante, tirant directement sur Object, le repoussant. Bien que la machine ait essayé de résister, son corps s'est progressivement brisé. Et finalement, la technique combinée d'Alice et Iska a fait disparaître Object sans laisser de traces. À l'extérieur, l'équipe Sept était très heureuse de voir qu'Iska avait gagné. Cisbel a également été sauvé sans aucune blessure. Quant à l'Empire, ils étaient très surpris de voir qu'Object avait complètement perdu le signal. Ils devaient donc maintenant prêter une attention particulière à Iska. Et quand la bataille s'est terminée, Iska et Alice se sont tournés pour se remercier mutuellement. Cela rendit Alice très embarrassée, essayant d'expliquer qu'elle aimait seulement se battre et ne voulait pas du tout être amicale. À ce moment-là, Cisbel se réveilla également pour voir les deux flirter l'un avec l'autre, alors elle se demandait depuis longtemps quelle était la relation entre les deux. Alors Alice fit semblant de ne pas connaître ce gars du tout, puis elle regarda Iska, alors il mentit aussi en disant qu'il ne connaissait pas Alice. Voyant les deux mentir si effrontément, Cisbel était sans voix. Mais le fait qu'il n'ait aucune relation lui convenait mieux, et Cisbel prit la main d'Iska, disant qu'elle deviendrait reine et le recruterait comme chevalier. Après avoir entendu cela, Alice est aussi devenue jalouse, mais ne pouvait rien faire. À ce moment-là, les amis d'Iska étaient arrivés, alors il a dit au revoir aux sœurs. Cisbel a également appelé Iska, disant qu'elle n'abandonnerait pas, et quand ils ont vu Iska revenir sain et sauf, tout le monde dans son groupe était très heureux. Lisa venait d'apprendre que l'arme expérimentale des 8 grands saints avait échoué, alors elle devait admettre qu'Iska était effectivement extraordinaire, et cette nouvelle parviendrait bientôt aux oreilles de l'empereur. En parlant de l'empereur, Namil venait de remarquer qu'il n'était pas dans la pièce, alors Lisa l'informa qu'il venait de sortir prendre l'air. Pendant ce temps, Solinger ressentait encore des émotions après le combat avec Iska. Il pensait s'être lassé du monde, mais Iska l'avait tellement intéressé. À ce moment-là, il vit soudain quelqu'un debout derrière l'arbre ancien et il s'avéra que c'était l'empereur qu'il désirait tant rencontrer. À ce moment-là, Lord était retourné à la villa familiale pour rencontrer Kissing, et il tapota la tête de sa nièce, disant que c'était le moment le plus beau pour elle de se présenter au poste de reine. Au palais, la reine avait convoqué Elsia pour lui demander si elle avait révélé l'emplacement de Cisbel à quelqu'un en dehors de la famille, et plus important encore, si l'Elsia devant elle était sa fille ou quelqu'un d'autre. De ce côté, Rin regardait au loin, espérant le retour de sa maîtresse. Mais elle ne savait pas qu'Alice flirtait joyeusement avec Iska. Elle a ordonné que dorénavant, ils devaient tous les deux garder le silence et ne pas laisser les autres savoir à propos de cette relation. Et elle était très heureuse de considérer cela comme leur premier secret. Mais Alice devait encore faire semblant. « Je n'aime pas ça du tout. » Cependant, elle avait déjà rapproché son visage de celui d'Iska, alors elle en profita pour le regarder. Il semblait qu'il y aurait une belle scène, mais les deux étaient trop timides pour faire quoi que ce soit. Et ensuite, ils se dirent au revoir pour retourner dans leur pays respectif.